J'ai senti dès le départ, de toute façon, que c'était quelque chose de grave. J'ai eu un accident lors d'un plongeon dans une piscine municipale où les profondeurs la profondeur de la piscine n'était pas bien indiquée, et là où j'ai plongé, il y avait 1,40 m, et voilà, je mesure 1,80 m, et ma tête a tapé le fond de la piscine. Et le chirurgien, quand il voit les images de l'IRM, il dit directement, il est formel, il dit voilà, tétraplégie complète, aucun espoir de guérison. Au départ, quand le chirurgien m'annonce ça, je suis vraiment shooté à la morphine tellement je suis douloureux. Donc tout ce que le chirurgien t'annonce, tu le prends comme argent comptant, en fait. Tu te dis ok, et tu te prends mais des vagues successives, tu vois. Et tu te dis bah ouais, en fait il y a aucun espoir. Puis au fur et à mesure, tu vois, quand il baisse la morphine, et puis que tu réalises, tu te dis bah écoute, on va déjouer les plans de la science, hein, et puis on va essayer d'aller le plus loin possible. Ça fait 10 ans que je cherchais un sport où j'allais pouvoir me mettre minable, où je pourrais aller au bout de moi-même, en fait, et retrouver ces sensations-là de compétition. Et on était tellement motivés avec Guillaume, tu vois, on s'était entraîné dans une salle de sport, on était tellement prêts, on était sûr de nous, en fait. On savait exactement quelle serait l'issue, mais on voulait juste le valider pour que cet exploit-là soit le premier, en fait, de notre association Culmine, dont le slogan est rendre l'impossible accessible. Tu vois, quand aujourd'hui tu dis Yohan Kulyanez, le tétraplégique, a fait un Aerox, les gens ils disent ah non, 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 moi je sais ce que c'est qu'un Aerox. Bah si, on a rendu l'impossible accessible. Et Guillaume, en fait, il vient me voir et puis il me dit moi j'ai trouvé mon salut dans la montagne, et j'ai quelque chose à te proposer, quelque chose qui s'est jamais fait. Alors moi déjà, quand tu me dis quelque chose qui s'est jamais fait, forcément, tu suscites mon attention. Et elle me dit, ben voilà, est-ce que tu voudrais être le premier tétraplégique à gravir le Mont Blanc? Waouh! Et si échouer était un art? Je suis Clément Soki et chaque semaine je vous emmène à la rencontre de sportifs, entrepreneurs et artistes qui ont transformé leur crise en opportunité pour vous aider à maîtriser cet art et réussir selon vos propres critères. Juste avant de commencer l'épisode, merci, car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Crisis. Mais plus de 80% d'entre vous ne sont toujours pas abonnés. Si c'est ton cas, clique sur s'abonner, c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant des nouveaux épisodes, mais pour nous ça change tout. Parce que plus on est nombreux, plus les invités acceptent et plus on peut avoir des invités de qualité comme Johan aujourd'hui. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Bon épisode. Johan, bienvenue sur Crisis, comment tu vas? Bien écoute, je vais très bien, Clément, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ce podcast va pouvoir apporter pas mal de réponses aux personnes qui se posent des questions sur les personnes en situation de handicap. En tout cas, un grand merci de m'avoir contacté. Bah, merci à toi d'avoir répondu déjà très vite parce qu'on avait échangé sur LinkedIn et ouais, je suis très ravi d'échanger avec toi, déjà de découvrir ton parcours, ce que tu fais aussi avec l'association Culmine et tous les défis sportifs que tu continues de faire. Et ouais, ce que tu disais aussi, voir un peu porter un regard différent sur les personnes en situation de handicap, voir comment on peut les aider au mieux ou faire au mieux pour elles aussi pour les inclure dans ce qu'on fait dans les projets sportifs quoi. Donc C'est vrai que, tu sais, tant que moi, ça va faire 11 ans que j'ai eu mon accident là au mois d'août. C'est vrai que tant que tu n'es pas passé de l'autre côté de la barrière et que tu n'es pas une personne invalide, même avec la meilleure empathie, la plus grande bienveillance, tu peux pas te rendre compte en fait ce que c'est vraiment que le handicap. Parce que de toute façon, le handicap est propre à chacun. Tous les handicaps sont différents. Et moi, aujourd'hui, j'en ai pris conscience assez rapidement, et c'est vrai que voilà, quand j'ai eu mon accident, donc j'ai eu un accident lors d'un plongeon dans une piscine municipale où les profondeurs la profondeur de la piscine n'était pas bien indiquée, et là où j'ai plongé, il y avait 1,40 m, et voilà, je mesure 1,80 m,
et ma tête a tapé le fond de la piscine. Et donc sur le coup, voilà, mon crâne s'est ouvert, mais comme j'avais un bonnet de bain, j'ai dû rester en apnée pendant jusqu'à ce que les personnes se rendent compte qu'il y avait vraiment un problème et viennent me repêcher en fait. Donc j'étais en apnée, j'ai pas paniqué, et c'est une fois que le sang est passé à travers le bonnet de bain qui était obligatoire dans cette piscine-là, que les gens se sont dit oh là là, mais il y a plein de sang, il s'est passé quelque chose, et voilà, ils sont venus me récupérer. Et j'ai senti dès le départ, de toute façon, que c'était quelque chose de grave, même si après, tu vois, il y a eu de la panique dans la piscine, que les maîtres nageurs ont paniqué et ne sont pas intervenus directement. Donc, c'est les personnes qui étaient présentes dans la piscine qui m'ont tiré par les bras, qui m'ont sorti. Et quand tout a recraqué une deuxième fois, je me suis dit, ouah, là, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Normalement, j'aurais dû être, toi, sur une coque, et ça n'a pas été fait. Après, le maître nageur m'a mis le collier cervical à l'envers. Enfin, voilà, c'était la totale. T'avais vraiment l'impression que mon heure était arrivée. Et, euh, et quand j'ai senti, enfin voilà, quand la douleur arrivait au niveau des jambes, au niveau des bras, il y avait des fourmis partout. Je me suis dit, ouais, c'est quelque chose de très très grave. Tu sais, je suis un ancien footballeur professionnel, et j'ai pris énormément de coups, tu vois, au niveau cervical. On avait des trapèzes, voilà, plus développés que la moyenne, parce que justement, ces chocs aériens, quand tu vas au duel de la tête et que tu prends un coup. Une charge dans le dos, ben forcément, t'es sujet à avoir ce genre de pépin. J'avais déjà lors de ma carrière eu ce genre d'accident-là avec un coup au niveau des cervicales, où j'avais fini avec voilà, avec un collier cervical, mais là c'était jusqu'au niveau des orteils, et là je me suis dit ouais, c'est autre chose. Tu te T'as même pas le temps de réfléchir en fait. T'as tout le monde autour de toi qui est en panique. Il y a ma famille qui est arrivée directement. Il y a ma sœur qui était infirmière libérale à l'époque, et qui m'a voilà, qui a vu mon corps se raidir devant elle, et pour elle c'était assez violent comme image. Tu vois, pour te dire, quand tu as une atteinte au niveau de la moelle épinière, directement, tu as une hypersensibilité. C'est-à-dire que même la petite couverture de survie, tu sais, la couverture qui est argentée, euh, aussi fine qu'elle puisse être, en fait, tu ne la supportes pas, en fait. Plus personne ne peut te toucher tellement tu deviens douloureux. Euh, et aussitôt, ben voilà, tu entends les pompiers arriver, transfert, et puis comme l'hôpital où j'ai eu mon accident dans les Ardennes à Charleville n'était pas spécialisé au niveau neuro, j'ai été directement transféré à Reims, qui était à 1 heure de route. Et c'est dans la nuit du samedi au dimanche que l'IRM a révélé voilà, un énorme œdème au niveau des vertèbres cervicales C3 et C4. Et en fait, le disque sur le choc, tu vois, comme le crâne a tapé, le disque intervertébral qu'il y avait entre les vertèbres cervicales C3 et C4 a été éjecté dans la moelle épinière, et enfin voilà, ça a tout coupé d'un coup. Et le chirurgien, quand il voit les images de l'IRM, il dit directement, il est formel, il dit voilà, tétraplégie complète, aucun espoir aucun espoir de guérison, et puis enfin voilà, la moelle épinière est touchée, et il m'opère en urgence dans la journée. Donc Et sur ce genre d'opération, du coup, peut-être une question bête parce que je connais pas trop non plus, on va dire, la structure anatomique de la colonne vertébrale, tout ça, mais quand tu dis que la vertèbre est éjectée, dans l'opération, est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent replacer, remettre, même si ça va pas cicatriser comme avant, ou en alors, fait, elle est plus là et on la retire et on fait avec? alors, les vertèbres, en fait, si tu vois la colonne vertébrale, tu as toutes les vertèbres, et entre chaque vertèbre, tu as un disque, le disque Ouais. intervertébral. Toi, qui sert de coussinet, qui sert d'amorti. Parce que si on n'avait pas de disque, et c'est d'ailleurs comme ça, quand on parle de dernier discal, c'est ça. Tu sais, c'est quand il y a une Ouais. grosseur au niveau du disque. Imagine-toi les deux vertèbres, là j'ai C3, là j'ai C4. En fait, entre les deux, tu as un disque, et comme Ouais. ça a tapé, le disque a été éjecté.
Tu vois le disque qui était Ouais. entre les deux vertèbres. Donc ils font une opération donc qui s'appelle une arthrodèse. Ils t'ouvrent au niveau du cou, ils écartent Ok. tout et ils viennent parce que c'est derrière. Hein. Et moi C3 C4 c'est très très haut, tu vois au niveau de l'atteinte. T'es à la limite du cou du lapin. Normalement, t'es limite proche de la mort quand tu as une atteinte aussi haute. Quand j'ai eu l'accident, que j'étais au fond de la piscine, je suis resté en apnée. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et en fait, j'avais une grosse capacité pulmonaire. Voilà, j'avais une capacité pulmonaire d'un sportif de haut niveau. Et quand ils m'ont sorti de la piscine, le premier réflexe que j'ai eu, j'ai fait ah, j'ai regonflé mes poumons. Ce qui fait que, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de trachéotomie. La plupart des personnes tétraplégiques ont une trachéo, c'est-à-dire c'est un petit trou qui est là et avec une assistance respiratoire pour aider les poumons à fonctionner. Moi, je l'ai pas eu. Et c'est ce qui me sauve peut-être aujourd'hui de pouvoir encore faire du sport entre guillemets de haut niveau, parce que j'ai toute cette capacité pulmonaire qui est encore intacte. La plupart des personnes en situation de handicap qui sont touchées par une tétraplégie, donc atteinte des 4 membres, paraplégie, donc c'est au niveau du bas du corps quand tu as paralysé des deux jambes. Moi, tétraplégie, c'est les 4 membres. Vu que je suis très très haut, normalement, dis-toi que C3, C4, les vertèbres C3, C4, c'est vraiment tout en haut. Donc tout ce Ouais. qu'il y a en dessous ne devrait plus fonctionner. Il ne devrait plus y avoir que ma tête qui bouge normalement. Tu vois, aujourd'hui, j'arrive à bouger mes mains. Bon, j'ai pas la même dextérité et habileté que toi, mais j'arrive aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça. Je suis complètement aujourd'hui autonome, tu vois, je vais dire, pour aller me remplir un verre d'eau, pour faire beaucoup de choses. Et si tu veux, quand le chirurgien m'annonce que Monsieur Kulianez, le sportif de haut niveau que vous étiez hier, voilà, ça ne sera plus qu'un lointain souvenir. Au début, tu es tellement KO par ce qui vient de t'arriver. À l'époque, toi, je suis quand même marié, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai Luna qui a 4 ans et demi et Esteban qui a 18 mois. Tu te dis, waouh, j'avais arrêté ma carrière de footballeur 2 ans avant, je crois. Ouais, 1 an avant. Et là, tu te dis, ok, changement de vie. Donc il me dit, la personne que vous étiez hier, en fait, ce sera plus qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, moi, ce que je veux récupérer pour vous, enfin, ce que je vais essayer de vous faire récupérer, me dit le chirurgien, c'est la pince entre le pouce et l'index pour pouvoir attraper des choses, juste saisir. T'imagines à quoi tu es réduit? T'as 35 ans. Moi, j'avais 35 ans à l'époque. T'as 35 ans, on te dit, tu vas être comme dans Intouchable. Tu vas avoir un fauteuil guidé avec une balle de tennis au niveau du menton et tu vas pouvoir le piloter avec ton menton et on va essayer de te faire récupérer la pince. Waouh, là, tu te dis, c'est violent quand même, hein, au niveau de l'annonce. Et à ce moment-là, sur l'annonce, quand bah en fait, ouais, c'est ça, tu passes de sportif de haut niveau ou même si tu t'avais arrêté ta carrière avant à bah en fait, tu pourras plus bouger d'après ce qu'on te dit. Mentalement, comment est-ce que t'encaisses et où est-ce que tu te vois enfin ouais, comment t'arrives à visualiser la chose et te dire c'est quoi la suite? Ben, si tu veux, au départ, quand le chirurgien m'annonce ça, je suis vraiment shooté à la morphine tellement je suis douloureux. Donc, tout ce que le chirurgien t'annonce, tu le prends comme argent comptant, en fait. Tu te dis, OK. Et tu te prends, mais des vagues successives, tu vois. Et tu te dis, bah ouais, en fait, il n'y a aucun espoir. Puis au fur et à mesure, tu vois, quand il baisse la morphine et puis que tu réalises, tu te dis, bah écoute, on va déjouer les plans de la science, hein, et puis on va essayer d'aller le plus loin possible. Par contre, je me suis jamais dit, demain, je vais me réveiller et voilà, c'est juste un, un cauchemar et je vais me réveiller. Et demain, je vais récupérer mes jambes, je vais récupérer mes bras, je serai plus douloureux. Moi, en fait, c'est ce qui peut-être a fait ma force, c'est que j'ai fait aucun plan sur la comète et j'ai rien espéré en fait. Je me suis dit directement, ok, t'as une nouvelle vie qui s'annonce à toi, tu vas pas avoir les mêmes ingrédients pour la composer que ta première, mais par contre, avec le mental que t'as, vas-y mec, va à fond, n'aie pas de regrets. Et puis, ben, si mon destin c'est de récupérer la pince entre le pouce et l'index et puis d'avoir un fauteuil guidé par le menton,
bah tant pis, il faudra faire avec. De toute façon, t'as deux choix, hein. Soit tu acceptes, ou soit tu te mets au bout d'une corde. Mais bon, t'es marié, t'as deux enfants, tu dis, tu peux pas laisser deux orphelins comme ça, tu vois, c'est pas possible. Donc, au final, tu sais, toute ma vie, on m'a dit, tu n'y arriveras pas. Quand j'étais petit, tu vois, très rapidement, à 11 ou 12 ans, j'ai gagné des concours de jeunes footballeurs, des concours de jonglage. Euh, et j'ai été repéré par le Paris Saint-Germain, par Monaco et Sochaux. Et donc, je suis allé en essai dans ces trois clubs-là. Donc, je suis parti à Monaco, mais ils ne me prenaient qu'à 17 ans. Parce qu'il n'y avait pas de moins de 15 ans à l'époque, la catégorie moins de 15 ans. Je suis parti au PSG, mais j'étais pas fan du club à l'époque. Et puis, au niveau formation, Sochaux avait une des meilleures réputations, tu vois, avec Auxerre et puis Nantes à l'époque. Et donc, je suis parti en essai là-bas. Ils me disent, OK, essai concluant. À 14 ans, on te prend. Donc, je quitte mes Ardennes et je pars à 450 km. Donc, j'abandonne mes parents, ma sœur, ma petite vie de collégien. Là, je rentrais au lycée. D'ailleurs, quand la conseillère d'orientation en troisième demande à mes parents, bon, vous avez prévu quoi comme orientation pour Johan? Et que ma mère a dit, ben, il rentre au centre de formation de football de Sochaux. La conseillère, elle dit, ah ouais, mais enfin, c'est pas ce à quoi je pensais, vu que j'étais assez bon à l'école. Elle dit, oh, moi, je voyais plus, voilà, l'ingénierie ou des choses comme ça. Et ma maman, enfin mes parents, hein, pas que ma maman pourtant était directrice d'école maternelle et primaire. Donc pour elle, la scolarité, c'était hyper important. Mais ils ne m'ont jamais retenu ou ils m'ont dit, écoute, si c'est ce que tu as envie de faire, nous on va t'aider, même si c'est pas la porte à côté, nous on sera toujours là. Et donc j'ai signé à Sochaux, je suis parti à 14 ans. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais tout chétif, tu vois, je faisais à peine un peu, je faisais quoi, 1,63 m je crois. Et je suis arrivé, j'étais le plus jeune, et tu es avec des gars qui sont déjà majeurs. À l'époque, ben voilà, c'était les Blacks, la région parisienne, où c'était des messieurs, quoi, tu vois. Moi, j'étais le petit gamin, et puis il y avait déjà des adultes. Et tu te dis, waouh, ok, ça va être costaud. Et là, on te dit, petit, tu n'y arriveras jamais. T'as pas le mental pour. Tu n'y arriveras pas. Le monde du football, le sport de haut niveau, c'est un monde, c'est la jungle, tu vois. Et quand on te dit ça, tu dis, ok, moi, je suis tout petit, mais je vais quand même y aller pour vous montrer qu'en fait, vous vous trompez à mon sujet, tu vois. Et finalement, ben, tu vois, j'ai grandi, j'ai dépassé le 1,80 m. Et puis sur le terrain, ben, tu vois, j'ai signé pro. Parce que j'avais déjà un mental qui me permettait, tu vois, de ne pas écouter ce que les gens me disaient. Et là où j'étais condamné, en fait, pour moi, j'abattais la barrière. Et quand le chirurgien, en fait, me dit, Monsieur Culianez, vous n'y arriverez pas, j'ai dit, ok, j'ai déjà entendu ça par le passé. Et je lui dis même, tu vois, je lui dis, écoutez, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je sais que voilà, vous avez une énorme expérience. Si vous avez opéré 1000 personnes, s'il y en a une qui doit revenir un jour devant vous en marchant, ben vous l'avez devant vous. Et là, le gars, il me regarde et il me dit, je sais que vous avez un mental hors norme, mais moi, j'ai vu votre moelle épinière. Il n'y a rien à faire, en fait. Il y a un tel œdème. En fait, imagine-toi, la moelle épinière, donc tu as... c'est comme si tu avais une gaine électrique, tu vois. Tu as une gaine et à l'intérieur, tu as plein de fils électriques. Ce qui fait que sur l'impact le disque, quand il est éjecté, il vient tout écraser au niveau de la gaine. Ouais. Et il y a un œdème qui est là. Et une fois que l'œdème a disparu, donc au bout d'un an, je crois qu'il y avait plus d'œdème, tu vois. Ben là, en fait, j'ai commencé à recréer des connexions. J'ai lu beaucoup de choses au niveau de la science. J'ai même, euh, j'ai même acheté, alors moi je suis pas du tout console de jeu, j'ai même acheté à l'époque une PlayStation, une PS4, Ok. avec le masque de réalité virtuelle parce que j'avais vu que chez les personnes en situation de handicap qui avaient une atteinte à la moelle épinière, le fait de redonner l'information au cerveau de se voir marcher, tu pouvais recréer des connexions.
Et donc moi j'ai vraiment tout essayé, tu vois. Et d'avoir travaillé, de jamais relâcher. Quand on me disait, allez, tu vas faire 10 abdos, ben, j'en faisais 20. Allez, tu vas faire ci, ben, je faisais le double. Et peut-être que de ne m'avoir, de n'avoir écouté que moi, au final, ça m'a aidé. Et quand j'ai vu que cet état d'esprit-là me permettait de, de me reconstruire, ah, j'ai dit, c'est bon. Je vais tous les dégommer, en fait. Ils m'ont condamné, mais je vais leur montrer que même si tu condamnes une personne, le mental, le psychologique peut vraiment, vraiment t'aider et déjouer les plans de la science. Je, Enfin, ton histoire, elle est très inspirante. Et en plus, c'est ce que je t'ai dit quand on a échangé au début, où j'ai vu tes posts LinkedIn, tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais contacté. Mais là, de l'entendre plus en détail et de ce que tu me racontes, je prends vraiment une claque de sagesse. Et en même temps, tu me confirmes dans plein d'idées que j'ai et d'hypothèses que je commence d'avoir au fil des invités sur tout ce que tu es en train de dire. Tu vois, tu es en train de formuler, on va dire, une sorte de principe que je suis en train que j'essaye de faire sur lequel j'essaie de faire une hypothèse depuis plusieurs mois où que le physique c'est très bien et c'est ce que tu avais avant quand tu étais athlète de haut niveau, mais la différence entre deux joueurs de foot à très haut niveau c'est plus le physique parce que en fait on a les mêmes préparateurs, on a les mêmes plans d'entraînement, donc tout se joue dans la tête. Mais il y a aussi ce côté de en fait, c'est bien ce qu'on nous dit, mais c'est bien de tester aussi soi-même pour voir ce qui fonctionne pour soi, quoi. Tout à Et je fait. trouve ça trop inspirant dans ta manière de l'amener, dans ton parcours, de te dire, ok, ça c'est ce que dit la science, la pratique elle est toujours différente de la science, alors je me fais pas d'illusions sur la réalité, mais on peut quand même déjouer un peu les statistiques à mon échelle, quoi. Tout à fait. Et tu vois, c'est ce que je dis dans, je suis parrain enfin, à l'époque, j'étais parrain de l'IFSI, donc des étudiants infirmiers. Et quand il y avait la partie dans le cours, l'annonce du chirurgien, du docteur qui t'apprend, tu vas avoir un cancer, que tu vas être handicapé, que tu vas être tétraplégique, les professionnels de santé, en fait, ne se rendent pas compte de l'impact des mots qu'ils vont employer. Moi, comme tu l'as compris, ça m'a piqué au vif, en fait. Mais imagine-toi une personne lambda qui n'a jamais été dans le sport de haut niveau, qui n'a jamais appris à se surpasser, qui n'a pas un mental de fou comme je pouvais avoir à l'époque. Si tu lui dis ça, si déjà tu lui dis que tu es tétraplégique et qu'en plus il y a aucun espoir, bah tu le tues en fait. Là, tu l'achèves vraiment. Parce que la personne, elle va bêtement entendre ce que le professionnel de santé en face d'elle va lui dire, et que si la personne n'est pas piqué comme moi j'ai pu être piqué, là ça devient vraiment problématique. Après, on ne demande pas aux professionnels de santé de vendre du rêve en disant vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est une tétraplégie, vous allez remarcher, vous ferez le marathon de Paris l'année prochaine. On te demande pas ça. On te demande juste en fait d'avoir les mots rassurants en disant ce qui vous est arrivé, c'est très grave. Par contre, on a déjà des personnes où on ne soupçonnait vraiment pas une reconstruction qui se sont, euh, qui se sont relevées de cet accident-là. Par contre, je vous cache pas qu'il va falloir un mental de guerrier, parce que il y a des choses qui vont pas être chouettes au niveau du handicap à vivre. Je t'en parlerai tout à l'heure parce que moi, c'est vrai que avant mon accident, je travaillais, enfin, je faisais déjà pas mal de choses pour les enfants, enfin, les personnes handicapées. Pour les enfants, tu vois, enfin, je fais toujours partie d'une association qui s'appelle Star de Champagne, qui lutte contre la mucoviscidose et la sclérose en plaques. Et à l'époque, tu vois, on vendait nos maillots aux enchères. Enfin, on donnait nos maillots au président de cette association-là. Et avec l'argent récolté, en fait, ils achetaient des lits dans les pédiatries et, euh, et vraiment le handicap faisait déjà partie de ma vie. Mais une fois que tu es, euh, une fois que tu es à la place que c'est toi la personne handicapée, tu dis ah ouais d'accord c'est ça. Au début, premier réflexe, je demande aux aides-soignantes qui faisaient ma toilette,
Je leur dis comment j'urine depuis le départ, là, ça fait 2 jours, et donc on m'apprend que j'ai une sonde. Donc voilà, au niveau du pénis, t'as une sonde à demeure, donc c'est un tuyau qui est là et qui va directement dans la vessie. Et comme j'étais sous perfusion, ben, la vessie se vide automatiquement. Après, tu apprends tout en fait. La vessie, les sphincters, tu apprends tout. Et tu te dis, mais en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ça va être toujours comme ça? Bah non, pas forcément. Ça dépend des personnes. Et puis, je crois que 2 jours après, j'appelle une infirmière et je dis, vous pouvez venir s'il vous plaît? Est-ce que là, il y a de l'urine qui passe dans le tuyau ou pas? Elle me dit oui. Elle me dit, vous sentez? Je dis oui, oui, je sens. Et parce que je m'étais concentré, tu vois. Tu sais, quand t'es en réanimation, les seules images que tu as, les journées, elles sont hyper longues, hein. T'as la tête qui est scotchée au plafond parce que tu peux pas bouger. Et à part compter les petits carreaux, les grilles des néons, c'est la seule chose, tu vois. C'est incroyable, mais c'est la seule image que j'ai, moi, de la réanimation. C'est les grilles des néons. Parce que tu peux pas bouger. Et donc, tu te concentres. Tu te concentres sur chaque partie de ton corps. Tu vois, tu sais que tu peux plus bouger, donc tu as les yeux fermés comme ça. Et puis, tu te dis, tiens, allez, on va essayer de faire bouger un orteil. Allez, on va essayer de. Je vais me concentrer sur ma vessie, tu vois. Et petit à petit, en fait, tu te reconstruis. Ça prend du temps, hein, énormément de temps. Ouais. Parce que tu vois, la vessie, donc au départ, donc tu as un sondage à demeure, on appelle ça, une sonde à demeure, qui est toujours là. Et puis, je sais plus, au bout de 1 mois, on passe au sondage, où là, c'est toutes les 4 heures, où tu as une infirmière qui vient et qui vient te vider ta vessie. T'as pas d'autre solution, de toute façon. Moi, je suis tétraplégique, je peux pas me servir de mes mains. Donc, tu es obligé d'avoir le passage toutes les 4 heures d'une infirmière qui vient, qui te met cette sonde et qui va te vider la vessie. Au niveau des sphincters, bah, c'est pareil. Tu as besoin d'un suppositoire, tu as besoin on appelle ça une EMS, une évacuation manuelle des selles. Tu sais, tu as 35 ans, tu dois te. Voilà, tu te fais. Enfin, tu as l'infirmière qui vient pour te vider l'intestin. Tu te dis, waouh, mais c'est ça la vie des personnes handicapées. Ah, tu te dis, c'est une vraie galère en fait. Mais vraiment. Et puis au fur et à mesure, ben, moi, je me suis pas dit, ça reviendra jamais. Je me suis dit, je vais me battre, je vais me concentrer sur chaque partie de mon corps. En fait, ce qui est différent, tu vois, quand tu es bébé, tu apprends. Tu vois, par exemple, la marche, c'est une acquisition. C'est pas quelque chose qui est inné. Enfin, même Ouais. si quand tu es bébé, tu sais marcher au début. Je sais pas si tu sais, mais les pédiatres, tu vois, ils arrivent à faire marcher les petits bébés qui ont 1 ou 2 jours. Ok, Et, non, je savais pas. et voilà. Et après, le bébé perd la marche, qui revient normalement aux alentours de 12 mois. Enfin, pour les plus précoces, 9 mois, mais ou alors ça peut arriver à 18 mois aussi, la marche. Mais c'est quelque chose que tu vas acquérir sur le long terme. Et là, en fait, moi, j'avais tous les souvenirs d'une personne valide. J'avais 35 ans dans ma tête. Et je me dis, waouh, alors attends, mais comment ça fonctionnait déjà? La vessie, donc, ok, euh, il faut se concentrer sur cette zone-là, les abdominaux, le transverse profond, enfin, plein de choses, tu vois. Et petit à petit, en fait, j'ai écouté mon corps. Et je lui ai dit, t'inquiète, ça va bien se passer. Et j'ai rassuré mon cerveau, tu vois. Je me suis fait une PNL, une préparation neurolinguistique comme ça. Je me suis dit, vous inquiétez pas, on va à la guerre. On y va tous ensemble, par contre. Il n'y en a pas un qui lâche. Et petit à petit, en fait, ben, je sais pas, au bout d'un an, 2 ans, ça a pris du temps, hein, mais un orteil, un doigt, un coude, j'arrive à lever le bras. Dis-toi qu'au début, c'était au mois d'août que j'ai eu mon accident. Donc, je suis arrivé au centre de rééducation en septembre 2014. Il faisait hyper chaud, c'était la canicule et forcément dans les chambres d'hôpital, c'était une fournaise. Il y avait la lumière allumée dans ma chambre et je voyais tous les moustiques au plafond. Et là, j'étais même pas encore, j'étais pas rasé, j'avais les cheveux, ça faisait plus de 2 mois, tu vois, où j'étais pas passé ni chez le barbier, ni chez le coiffeur. Quand t'éteignais la lumière et que t'avais tous les moustiques, les petites bêtes qui te tombaient dans la barbe et dans les cheveux, et que tu peux pas te gratter, parce que t'as pas tes bras, t'as pas tes mains. Là, c'est un supplice. Vraiment, c'est un supplice, c'est une torture. Les petites bêtes qui viennent, qui te grattent, et là, tu te dis, c'est uniquement retire cette information-là de ton cerveau. Sinon, tu pètes un plomb.
Au début, tu sais, j'arrivais à appuyer avec mon coude la sonnette pour appeler les aides-soignantes et les infirmières. Vous pouvez me gratter la barbe, vous pouvez me gratter les cheveux. Puis au bout d'un moment, bah, tu passerais ta soirée, en fait, à les appeler. Puis au bout d'un moment, tu dis, OK, c'est comme le froid, c'est comme le chaud. C'est juste le cerveau qui donne l'information. Si tu te dis que ça va pas te gratter, bah, tu vas laisser vivre sur toi. Mais vraiment, ça a été passionnant, en fait, d'apprendre à se connaître. Alors, passionnant, j'aurais préféré, bien évidemment, ne jamais vivre ça, tu vois. Mais de voir la force du cerveau, c'est incroyable. Vraiment. C'est c'est marrant parce que ça fait beaucoup écho avec l'épisode que j'ai fait avec Corentin Kerberio il y a quelques mois, alors qui est pas du tout passé par là et qui lui est entrepreneur, mais dans son épisode on a beaucoup parlé de David Goggins. Je sais pas si tu vois Ouais, qui ouais, c'est. ouais, ouais. Et en fait, je trouve ça marrant le parallèle un peu qu'il y a entre vous deux, tu vois, parce que lui est pas passé par là, mais c'est exactement le process et le procédé par Ouais. lequel il va volontairement. Alors toi, t'as pas eu le choix, tu vois, mais mais ouais, c'est intéressant de voir que bah en fait, c'est pas juste une erreur statistique, que c'est quelque chose qui demande du travail et des efforts, mais qui est possible de travailler pour l'acquérir. Ouais. Et j'avais une question qui me vient en tête par rapport à ça, enfin deux, parce que alors j'avais noté que dans une interview en 2015 sur YouTube, tu avais dit les médecins croient plus en rien par rapport à ton état et ton évolution. Ou là, les deux questions que j'ai, c'est la première, ça demande une connaissance du corps humain et de son propre corps énorme pour pouvoir faire ce que tu as fait. Et je pense que du coup, le fait d'avoir été ancien joueur professionnel de haut niveau, parce que les athlètes ont une connaissance extrême de leur corps, ma première question, elle serait là, elle serait est-ce que ce haut niveau sportif que tu as eu t'a permis et t'a aidé justement dans ce processus? Et la deuxième, elle passe plus sur le mental de à quel moment tu arrives à te satisfaire de tes progrès, parce que quand le médecin vient et te dit bon, on va essayer de récupérer la pince entre votre majeur, enfin entre votre index et votre pouce, que tu arrives à la récupérer et qu'après tu te dis moi je vais peut-être essayer de contrôler mon urine et qu'après tu te dis moi je peux peut-être essayer de contrôler mon bras, quand tu vois que ces progrès ils viennent même malgré les efforts et le temps, comment tu arrives à te satisfaire de ce que tu as sans vouloir tout le temps aller chercher beaucoup plus, tu vois? Tu peux pas te satisfaire, en fait. Je vais revenir sur la première question déjà, qui est hyper intéressante. Euh, non, attends, on va passer directement sur ce. Pas de souci. Non, parce que en fait, c'est hyper intéressant parce que si tu veux, au début, quand on te condamne, t'attends plus rien en fait. Mais dès que tu commences à faire un progrès, quelque chose qui n'était pas attendu, tu te dis en fait, ouais, j'ai raison. Et eux, en fait, eh ben, ils vont juste apprendre à mes côtés. Mais vraiment, tu déjoues les statistiques en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que m'a dit le chirurgien. Il m'a dit, aujourd'hui, moi j'avais vu votre moelle épinière au moment où je vous ai opéré. J'en ai opéré des milliers de moelles épinières comme la vôtre. La différence, c'est que les autres personnes que j'ai opérées n'avaient pas votre passé, n'avaient pas votre mental. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dû vous condamner, j'aurais peut-être dû vous dire, bah on attend de voir. On attend de voir parce que peut-être que votre parcours va faire avancer la science, mais par contre, va faire chuter les statistiques. Ça, c'est certain. Et par rapport à ta première question, quand tu es footballeur professionnel, en fait, ton corps, c'est ton outil de travail. Donc forcément, l'hygiène de vie, elle doit être irréprochable. Que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, en fait, tout ce qui peut nuire au corps humain, tout ce qui peut nuire aux muscles, en fait, tu es obligé de passer par là. T'es obligé. Alors c'est pour ça, tu sais, il y en a plein qui disent, ouais, les footballeurs, à part taper dans un ballon, c'est tout ce qu'ils savent faire. Le sport de haut niveau, c'est pas ça du tout. En fait, c'est une hygiène de vie irréprochable. C'est être couché à telle heure. Les vacances, on n'en a jamais. Parce que les vacances, si jamais tu reposes ton corps, eh ben, il va falloir que tu rattrapes le temps perdu. C'est comme une blessure, en fait, les vacances. C'est exactement pareil. Le corps, il a besoin de souffler, mais il peut pas être au repos comme ça. Et, euh, et tu sais, j'ai appris très tôt à maîtriser, grâce au préparateur physique que j'avais à Sochaux, où quand on faisait les étirements, il nous disait, vous bloquez pas.
quand tu fais un étirement où tu sens ah non, 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 c'est bon, je suis à fond, je suis à fond. Non, non, t'es pas à fond. Simplement, concentre-toi sur la partie qu'on est en train d'étirer, tu souffles, tu te concentres dessus, tu souffles et tu vas voir. Tu vas pouvoir gagner en centimètres. Et tu écoutes en fait. Et tu dis, ah mais ouais, ça marche son truc en fait. Et hop, hop, tu souffles. Respiration ventrale. Pareil, la respiration ventrale, c'est quelque chose que j'ai appris avec un sophrologue dans les clubs de foot où je suis passé. Hyper important. Dis-toi qu'un enfant, pourquoi les enfants, tu sais, les bébés nageurs, pourquoi tu peux les balancer dans l'eau comme ça et ils se noient pas? Parce qu'ils respirent par le ventre, ils respirent pas par les poumons. Si tu respires par les poumons que dans une piscine, tu te noies si tu mets de l'eau dedans. Par contre, si tu apprends à respirer par le ventre, déjà tu vas avoir une récupération et une beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que quand tu multiplies les efforts, tu vois, au niveau du foot, quand tu fais du cardio, on te dit maintenant, tu laisses tes poumons de côté et tu respires uniquement, tu te concentres et tu gonfles ton ventre, tu souffles par la bouche et c'est comme ça en fait. Et ton corps, en fait, tu apprends des choses quand tu es sportif de haut niveau qu'une personne lambda ne connaîtra jamais de sa vie. Et si tu veux, ça, plus ça, plus ça, plus ça, en fait, je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Mon accident, il est arrivé parce qu'il devait arriver. Mais vraiment, je te raconterai des choses tout à l'heure. C'est incroyable. Mais vraiment, j'avais pas besoin de cet accident. Mais pour que mon corps, en fait, passe... Enfin, pour que Allez, ma vie serve à quelque chose, il fallait que j'ai cet accident. Les 35 premières années de ma vie ont été hyper importantes. J'ai réalisé mon rêve de gosse, j'ai signé pro, euh, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon travail, j'ai été marié, j'ai eu 2 enfants. J'avais un très bon travail au Luxembourg quand j'ai eu mon accident. J'avais une belle vie en fait. Mais si tu veux, à part avoir donné du plaisir aux yeux des gens, je me dis que ma présence sur Terre n'a pas eu d'impact. Par contre, ce que je fais depuis 11 ans, mettre au profit des personnes en situation de handicap mon passé, ma rage, et montrer que en fait le dépassement de soi, si tu arrives à le choper, ça peut tellement t'ouvrir de portes sur ta reconstruction personnelle. Regarde, par exemple, il y a des personnes en situation de handicap qui n'étaient pas du tout sportifs avant leur accident et qui se sont découverts, qui sont aujourd'hui des sportifs de haut niveau. Tu vois? C'est incroyable, hein? Mais tu te dis, si tu te dis que c'est la fatalité et que bah là, autant te mettre au bout de la corde, c'est sûr. Par contre, si tu te dis, ouais, ok, bah j'ai une deuxième vie qui commence. Moi, j'ai eu 35 ans, une première vie, et ma deuxième vie depuis 11 ans. Là, aujourd'hui, pour rien au monde, je l'échange. Pour tout ce que j'ai vécu depuis mon accident. Du coup, enfin, tu me fais une transition facile sur une question que je pose de temps en temps aux invités et que je formule maintenant comme ça grâce à un invité aussi qui est passé derrière ce micro. Est-ce que cet accident, pour toi, tu le considères comme un cadeau mal emballé aujourd'hui? Tout à fait. Même peut-être le cadeau qui a donné un sens à ma vie, en fait. Vraiment. Et je pèse mes mots. Je ne dis pas ça. Il y en a qui vont dire, ouais, de toute façon, il dit ça parce qu'il n'a pas le choix, il est handicapé. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il ne va pas dire. Non, non, vraiment. Je vais te donner un exemple qui est pour moi aujourd'hui voilà, le plus beau des exemples. Quand j'ai eu mon accident, j'ai fait construire une maison qui était complètement adaptée. Voilà, il est entièrement domotisé, que je puisse tout piloter avec mon téléphone. Et la personne qui s'est occupée de construire le maître d'œuvre, il s'appelle Joe, et j'ai énormément sympathisé avec lui. Joe, à l'époque, il était en couple, et ma sœur habitait dans le village où j'ai fait construire ma maison. Et ma sœur, vraiment, c'est une très belle personne. Elle a jamais eu de chance dans sa vie d'un point de vue sentimental. Et quand je fais construire ma maison, bah, elle vient avec moi sur le chantier. Et puis un jour, bah, le regard de Joe et celui de ma sœur se croisent. Et là, bah, ça fait des étincelles. Et puis, bah, quelques temps après, ils se sont mis ensemble. Bon, c'était pas immédiat, mais ça a pris un peu de temps. Mais ils se sont mis ensemble. Et moi, j'ai été témoin
de leur mariage, d'accord? Et forcément, j'avais préparé mon petit discours comme tous les témoins. Et ça a été tellement une évidence. Je me suis dit, bah, s'il y a bien une chose de magique, bah, c'est le hasard et puis la, voilà, ce qui peut t'arriver vraiment dans une vie. Et je pense que Crisis, c'est exactement ça. Du coup, tu vois, c'est un nouveau point de départ. Et je me dis que, j'aurais dit, si j'avais su le 16 août 2014 qu'un plongeon dans une piscine pourrait réunir autant de monde et enfin te donner l'amour que tu as toujours mérité parce que enfin voilà, ma sœur, c'est la prunelle de mes yeux, quoi, tu vois. Et je lui dis, bah, sachez une chose, c'est que pour tout l'amour qu'il y a aujourd'hui là, si cette situation ne tient qu'à un plongeon, si demain j'ai l'occasion, et si on me demandait, mais tous les jours je replongerais sans aucune hésitation. C'est peut-être un sacrifice humain, tu vois, mais tu te dis qu'au moins, quand tu fais preuve de résilience par rapport à quelque chose de dramatique comme ça, tu peux attirer les bonnes choses. Et l'amour de ma sœur, voilà, ça fait 3 ans maintenant qu'ils sont mariés. Et tous les jours, bah, tu vois, enfin, à chaque fois qu'on se voit, qu'on y repense, mon beau-frère aime bien déconner en disant, t'imagines quand même, grâce à un plongeon, regarde la vie que j'ai aujourd'hui. C'est vrai, hein, c'est le battement d'aile d'un papillon, en fait. C'est la même chose. Tu sais pas, en fait, ce que ça va déclencher. Ouais. C'est c'est très beau et en même temps, je trouve ça très métaphorique le plongeon, dans le sens où il y a quand même, même si c'est peut-être pas comme ça que t'avais sauté à la base et que tu l'avais imaginé, mais il y a quand même ce truc de lâcher prise pour sauter dans le vide et voir ce qui va se passer. Ouais, tout à fait. Ouais, l'image, elle est Et, très belle, ouais. Ouais, mais bah, merci pour ce partage, c'est très émouvant et j'espère que ça ira encore longtemps pour eux et aussi pour toi de bien sûr. partager Ouais. cet amour. Ça, ça me fait découler sur un autre sujet dont je voulais parler avec toi, justement, vu que c'est Joe, c'est ça. Ouais. Joe a construit ta maison, euh, où tu as commencé de répondre un peu à cette question, mais où moi, la première question à laquelle je me pose, parce que quand on devient tétraplégique, comment est-ce que on arrive à intégrer enfin, cet handicap dans son quotidien, parce que forcément ça bouleverse, enfin c'est ce que tu disais, c'est une nouvelle vie qui commence. Donc, du coup, tu as commencé de répondre en disant que tu as fait une maison sur mesure, mais au-delà de ça, comment est-ce que Ben, tu as réussi à surmonter la chose et à intégrer ça? là où c'est compliqué, c'est que pendant 1 an, 2 ans, allez, pendant 2 ans, tu es dans un centre de rééducation où tout est adapté. Donc, il y en a plein hein, qui ont peur de quitter les centres de rééducation parce que, ben, bienvenue dans la jungle, en fait. Là, tu affrontes tout le monde, tu affrontes les regards des autres. Tu sais, quand tu fais la une des journaux, Kylianès offre la victoire à son club machin, et qu'un jour tu regardes la une du journal, c'est l'ancien footballeur professionnel Yann Kylianès, victime d'un grave accident, aujourd'hui tétraplégique, c'est pas la même chose du tout. Hein. Et t'as ce côté un petit peu pudique où, franchement, quand t'es un footballeur, ouais, t'es un peu une gravure de mode, t'as envie de te montrer, tu veux montrer tes muscles bien saillants et tout. Quand t'es tétraplégique, c'est pas la même chose. Tu vois, t'as pas envie de te dire, en plus, la personne, enfin, il y a tellement de personnes qui me connaissaient sous cet angle-là, dire, putain, Culliez, tu l'as vu, putain, maintenant, il ressemble plus à un tas de merde qu'autre chose, quoi. Tu te dis, waouh, t'es un tas de cendres, en fait. Après, le tas de cendres, hein, tu vois où je veux en venir, hein. T'as le phénix qui est là, et puis, forcément, tu veux vite prendre ton envol. Et après, pour revenir à ta question, quand tu sors des centres de rééducation, bah, tu te rends compte que la vie d'aujourd'hui, elle est vraiment pas faite pour les personnes en situation de handicap. Quand tu es en fauteuil, les pavés, bah, c'est juste horrible. Les trottoirs, l'accessibilité en général. Des fois, je regardais pour aller me faire un resto. Enfin, mais s'il te plaît, écoute bien la blague. La personne, j'appelais toujours avant en disant bonjour, je suis une personne en situation de handicap, je suis en fauteuil roulant,
juste pour vérifier, j'ai vu que vous aviez marqué accès PMR. Ah oui, oui, il n'y a aucun problème, il y a juste une marche à l'entrée. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Il y a juste une marche. Donc c'est-à-dire quoi? J'arrive, tu me prends dans tes bras, tu me portes et puis tu vas m'installer. Ah mais non, même juste une marche, ça va pas? Mais mec, t'as pas compris en fait. Non, quand c'est accessible, c'est de A à Z. T'as une petite rampe, t'as un plan incliné et je vais pas avoir besoin d'aide pour rentrer chez toi en fait. Et il y en a qui ont comment la norme PMR des hôtels juste parce que les toilettes vont être rehaussées de 5 ou 10 centimètres, tu vois. Juste pour ça, ils ont l'appellation PMR. Mais à côté de ça, tu vas pas avoir de poignée, tu vas rien pour te tenir. Non, mais tu te dis, mais ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et à partir de là, moi, j'ai commencé à me révolter un petit peu par rapport à ça. Et puis, enfin, imagine-toi, à l'époque, je vais au Grand Hôtel Disney. Bon, vraiment, le super truc, tu vois, j'y vais avec ma famille. Je prends la chambre PMR, j'arrive là-bas, je regarde la salle de bain, une baignoire. Et je dis, mais il y a une caméra cachée. Mais comment tu veux que j'aille dans la baignoire? Oh, il y a même pas un siège pivotant. Normalement, tu vois, nous, c'est que des douches à l'italienne avec, voilà, tout est plat, il n'y a pas de bac, il n'y a rien. Et puis, tu as une chaise murale ou alors une chaise qui vient te mettre comme ça. Mais comment tu vas me mettre dans la baignoire? En fait, c'est quoi? C'est le personnel de l'hôtel qui vient. Ah, monsieur, c'est l'heure de votre bain? Non, mais n'importe quoi. Et donc, quand je suis parti, j'aurais dit, écoutez, moi, j'ai pas envie de faire de problème parce que, enfin voilà, j'ai passé un très bon séjour. Et je dis, mais comment vous pouvez dire que c'est une chambre PMR à partir du moment où déjà t'as pas des portes à galandage, donc des portes qui s'ouvrent sur elles-mêmes, enfin tu vois, qui coulissent, parce que c'est une vraie galère. Une porte pour une personne en fauteuil, enfin c'est voilà. Ouais. Et je dis, mais il faut, moi, elle me dit, ah, mais ça serait bien que vous nous donniez un retour. Je vous donne l'adresse. Donc, elle m'a donné l'adresse du directeur de l'hôtel, tu vois. Et elle m'a dit, envoyez des photos de chez vous pour montrer comment c'est. On doit refaire le grand hôtel et on va s'en inspirer. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils sont complètement à la ramasse. Et là, tu te dis, mais t'es en France, t'es quand même un pays développé, quoi. T'es pas au tiers-monde. À la limite, tu peux comprendre, tu vois. Mais là, je dis, mais non, mais il y a trop de travail, en fait. Et ça faisait à peine 1 an ou 2 ans que j'avais eu mon accident. Et là, je me suis dit, ok, 37 ans, je vais avoir 37 ans, et je me dis, waouh, la vie, elle va être très, très longue. Et tu as intérêt à être hyper patient, parce qu'au départ, tu vois, tu as envie de te révolter, et puis tu as envie de sortir cette rage qu'a en toi, de toi te dire, ah, putain, maintenant je suis handicapé et tout. Et puis finalement, tu te rends compte que la bêtise des gens, elle sera toujours là, quoi qu'il arrive. C'est quand tu vas faire tes courses ou tu vas chez Leroy Merlin, tu as une caisse prioritaire avec les panneaux accès prioritaire aux personnes, aux femmes enceintes et aux personnes en fauteuil roulant, enfin personnes handicapées, et que tu as les gens qui te regardent à la caisse, qui regardent au-dessus d'eux, qui disent ah oui, oui, il est à la bonne caisse, et qui vont pas te laisser passer. Mais tu te dis, mais calme-toi, sinon tu fais un strike. Hein. Ah, mais là, tu leur fonces dedans, mais après, c'est pas la solution. Et tu vois, la plupart des personnes qui me remarquent et qui me disaient, après, c'est pas tout le monde, hein, mais les personnes qui me remarquaient et qui me disaient, est-ce que vous voulez passer? Ouais, t'as une ou deux courses et tout. Je dis, mais non, 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 bien sûr, vous pouvez rester là. Le principal, en fait, c'est pas de laisser la place, c'est juste de remarquer les personnes en situation de handicap. C'est comme les personnes enceintes. Moi, dis-toi que j'ai eu deux nouvelles petites filles depuis que je suis handicapé. Des fois, on avait la double casquette avec ma femme. Elle était à 8 mois de grossesse. Moi, j'étais en fauteuil. On était doublement prioritaire. Mais les gens, ils en ont rien à faire. Et tu vois, c'est vraiment un état d'esprit parce que tu vas en Espagne, par exemple, les caisses prioritaires sont fermées. Ils te voient arriver dans le magasin et dès que tu as fini tes courses, ils viennent, ils ouvrent la caisse, ils te font passer. Tu vois, c'est complètement différent. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est juste une question d'éducation. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour que cet état d'esprit, il soit inculqué aux plus jeunes. Et là, je me suis dit, il faut aller taper directement dans les écoles. Donc, j'ai commencé à faire des interventions.
Et j'ai parlé aux enfants, je leur ai parlé du handicap. Parce qu'au début, c'est impressionnant de voir une personne arriver en fauteuil. Et puis après, parce que ça ne suffisait pas, je suis venu avec des enfants handicapés. Je suis venu avec mon petit Jules qui, à l'âge de 6 mois, a une méningite foudroyante, qui est quadruple amputé. Je peux te dire que quand tu arrives, alors déjà quand il y a 2 fauteuils qui arrivent, mais qu'en plus c'est un enfant de 13 ans qui est quadruple amputé, t'as les enfants. Ah, waouh, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il a pas de bras? Pourquoi il a pas de jambes? Et les enfants, en fait, ça leur fait peur. Parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. Ils savent pas ce que c'est que le handicap. Moi, mes enfants, j'ai 4 enfants aujourd'hui. Pour eux, c'est quelque chose de totalement naturel. Ils Ouais. connaissent les grands brûlés, ils connaissent les paras, les tétras, les amputés. Ma fille a demandé carrément au Père Noël la Barbie amputée. Parce que pour elle, c'est quelque chose de normal. Tu sais, ils avaient sorti les poupées pour l'inclusion. Ok, je savais même pas. Hyper intéressant. Et puis, les enfants, tu vois, ce qui est génial avec Jules, justement, c'est que pendant 3 quarts d'heure, ils avaient préparé plein de questions. Et c'était, comment tu fais pour manger? Et comment tu fais pour te laver? Et pour dormir, ça va? Et c'était que des questions sur le handicap, tu vois. Et puis, au bout de 40 minutes, t'as un petit garçon qui dit, c'est quoi ton jeu de console préféré? Et là, tu te dis, waouh. Et là, tu regardes, tu croises le regard de la maîtresse, de la directrice, qui ont la larme à l'œil parce qu'elles ont compris, en fait, que l'inclusion, ça y est, elle est faite. Qu'ils ne le voient plus comme un enfant handicapé et que c'est un enfant normal. Juste parce que tu as pris 40 minutes où le handicap, c'était quelque chose qui n'était pas quelque chose de normal chez eux. Moi, je veux casser ces barrières-là, en fait. Et si ça Ouais. doit prendre de mon temps, si je dois faire une intervention par semaine dans les écoles pour parler du handicap et pour que notre société de demain elle soit meilleure, parce que les enfants qui grandissent avec ce genre de valeurs deviennent des bonnes personnes. Parce que quand elles vont être un peu plus grandes, adolescentes, dans le bus, ben tu vois, moi la semaine dernière j'ai pris le bus avec mon fils et j'en reviens pas du petit bonhomme qu'il est devenu. Tu vois, il va avoir 13 ans. Chaque personne, lui, il était assis en face de moi. Et chaque personne qui arrivait, même des adultes, pas forcément des personnes âgées, il se levait, il demandait, vous voulez prendre ma place? Parce que pour lui, c'est quelque chose de naturel. Alors bien évidemment, Ouais. si c'était une mamie avec une canne, bah là, c'est limite s'il l'aidait pas à s'installer, tu vois. Et je me dis, mais ouais, en fait, mon accident, il a vraiment servi, tu vois. Et tu vois, Esteban, il avait 18 mois quand j'ai eu mon accident. Aujourd'hui, il en a bientôt 13. Esteban, c'est un gamin avec des valeurs comme ma grande Luna qui va avoir 16 ans. Ils ont grandi avec cette notion de faire attention pour papa. Papa, il est en fauteuil, donc il faut qu'il n'y ait rien qui traîne par terre. Quand on ouvre la porte entièrement. Sinon, papa, il va pas pouvoir passer entièrement. Ils ont plein de réflexes que les gens, Ouais. que les enfants aujourd'hui n'auraient pas, tu vois. C'est, c'est très cool que t'en parles et justement c'est ce qui est intéressant parce que j'ai déjà fait aussi un épisode avec Christian Lacointe qui lui est déficient visuel et en fait c'est ce qu'on avait, enfin c'est ce que lui m'avait dit mais c'est aussi ce que je ressens un peu chez toi, c'est que en fait dans tous les cas on pourra jamais se mettre à votre place parce que c'est impossible à moins qu'il nous arrive la même chose et encore chaque situation de handicap est différente. Mais en fait, ce qu'on demande juste aux gens, c'est de d'écouter et au moins d'essayer de comprendre pourquoi certains gestes sont intéressants ou pourquoi est-ce qu'il faut le faire, tu vois. Typiquement, là, ce que tu me dis avec la porte, c'est vrai que c'est un truc auquel j'aurais jamais forcément pensé. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi que tu passes derrière le micro, pour en parler, pour pouvoir, justement, porter un peu cette voix au-delà des écoles que tu peux avoir, parce que l'avantage du podcast, c'est que tu le fais une fois et on pourra le tourner en boucle. Mais, du coup, je me pose la question, tu vois, pour toi, qu'est-ce qui devrait être changé pour que ça soit mieux ou plus simple pour inclure les personnes en situation de handicap? Alors, je pense que la question, elle est complexe parce que d'un point de vue structurel, c'est impossible de changer tout d'un coup et
Enfin, même toi, tu peux pas aller faire tous les hôtels de Disney pour voir tous les Bien problèmes, sûr. mais peut-être plus d'un point de vue individuel, qu'est-ce que nous, on peut faire pour mieux comprendre au-delà de regarder juste la pancarte, est-ce que c'est une caisse handicapée, est-ce qu'on peut lui demander ou se lever dans le bus, quoi. Après, si tu veux, pour une personne comme toi qui a déjà un vécu, qu'on s'est pas pris à la base, qu'on c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est d'ailleurs pour ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je m'efforce d'aller au contact des enfants, parce qu'il faut leur inculquer ça, il faut que ce soit quelque chose de naturel, en fait. Il faut qu'ils Ouais. grandissent avec. Il faut pas que ce soit une contrainte, tu vois, il faut pas que tu te forces. Il faut vraiment que ce soit quelque chose, et plus ce sera naturel, et mieux ce sera, en fait. Aujourd'hui, c'est juste à voir, comme je te disais tout à l'heure, moi, quand on me disait, allez-y, monsieur, passez, je refusais. C'est simplement, regarde que je suis différent. Même si aujourd'hui, nous, on veut pas qu'on nous considère comme des personnes différentes, mais juste m'avoir remarqué. Parce qu'il y en a qui le vivent très très mal, tu vois. C'est comme les personnes qui se garent sur les places handicapées. J'en ai pour 2 minutes, hein, je vais juste chercher mon pain. Non, mais t'as pas compris, en fait, j'ai un rendez-vous médical, j'ai besoin de cette place-là. Il y en a déjà pas beaucoup, donc laisse-moi ma place. C'est juste remarquer, en fait, et faire preuve d'altruisme. Mais ça, t'as pas besoin d'être une personne handicapée pour avoir cette valeur-là, cette qualité-là, tout simplement. Alors je reprends juste mes notes pour ceux qui nous écoutent. On a fait une petite pause pour pouvoir brancher les ordinateurs pour pouvoir finaliser l'épisode. Donc s'il y a une petite coupure pendant l'épisode, c'est à cause de ça. J'ai noté que tu avais écrit un post LinkedIn il y a quelques semaines ou mois qui m'a touché et inspiré en même temps. Alors je le reprends pour mes notes pour pas me tromper, mais tu avais écrit: quand tu as un compétiteur dans l'âme, la plus grande souffrance n'est pas celle que tu ressens, mais au contraire celle que tu ne ressens plus. Ouais. Et je te, enfin, je partage cette note parce que ça m'a touché, mais parce qu'aussi, du coup, ça fait le lien avec le projet que tu as fait récemment où tu as fait un Irox. Ouais. Alors déjà, félicitations parce qu'en plus, tu as fait un très beau temps. Ouais. Mais comment t'es venue l'idée et pourquoi avoir accepté tout de suite? En fait, si tu veux, enfin, dès le départ, quand je suis tombé en situation de handicap, comme j'étais un ancien sportif de haut niveau, t'as tout le monde qui a vu en moi la fenêtre. Ah, Johan, de toute façon, ça y est, parce que j'arrivais à rebouger les bras. Donc, on a voulu me faire du kayak, par exemple, parce qu'un tétra qui bouge les bras, ça n'existe pas. Moi, après, en fait, le sport, ça a toujours été, enfin voilà, le don de se surpasser. Si t'es tout seul sur une ligne de départ, parce que t'es le seul tédra qui arrive à bouger des bras, et que tu gagnes, enfin, pour moi, il n'y a aucune saveur, tu vois. Moi, c'est la compétition. Je te dis, par rapport à ce poste-là, un compétiteur, c'est ça. C'est pas uniquement dans le sport. La compétition, moi, je l'avais avec moi-même, par exemple, sur mon état de santé. On a essayé de me faire du cheval. On a essayé de me mettre. Johan, c'est un ancien footballeur, donc on va lui faire du foot fauteuil. Mais en fait, j'avais cette frustration-là, en fait, si tu veux, de me dire, ouais, mais j'arriverai pas, en fait. Tu sais, quand tu fais du sport je me souviendrai toujours, le préparateur physique à Sochaux, quand on allait faire du foncier, du fractionné dans les bois, euh, quand on vomissait, il disait, les gars, maintenant vous vous relevez, c'est maintenant qu'on commence à travailler. C'est une fois que tu es au-dessus de tes limites que tu commences à progresser. Et de faire du kayak, de bouger un peu les bras, ou de faire de l'équithérapie sur un... J'arrivais pas, tu vois, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais au niveau adrénaline, au niveau tout ça. Et puis, j'ai fait une rencontre il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc Guillaume, qui est le papa de Iris, et Iris était dans la classe de ma fille qui a 5 ans. C'est un ancien pompier de Paris. Et lui, il a eu un accident au début des années 2010. Et enfin, suite à cet accident-là, il a dû arrêter d'être pompier de Paris. Parce que son genou, enfin sa jambe, l'handicapait. Même si aujourd'hui, il arrive à courir comme une gazelle, hein, il a plus aucun problème, tu vois. Mais sur le coup, en fait, pompier de Paris, c'est pareil, t'es un sportif de haut niveau. Ouais. Quand tu te pètes les croisés au foot, en principe, c'est toujours dur de revenir à son niveau. Même si aujourd'hui, c'est devenu une blessure entre guillemets normale, tu vois.
Et Guillaume, en fait, il vient me voir et puis il me dit, moi j'ai trouvé mon salut dans la montagne et j'ai quelque chose à te proposer, quelque chose qui s'est jamais fait. Alors moi déjà, quand tu me dis quelque chose qui s'est jamais fait, forcément, tu suscites mon attention. Et il me dit, ben voilà, est-ce que tu voudrais être le premier tétraplégique à gravir le Mont Blanc? Waouh! J'ai dit, ouais, c'est ouf ce que tu me dis. Et il me dit, alors après, je te cache pas que d'un point de vue technique, logistique, c'est hyper compliqué. Mais écoute, on peut y réfléchir. Et je suis très ami avec Michel Drucker depuis 2015. J'avais fait un reportage avec lui. Et Michel était venu une semaine avant à la maison et on avait parlé justement du handisport. Et il m'avait dit, ouais, pourquoi tu fais pas... on parlait des Jeux paralympiques. Pourquoi tu n'essayerais pas de faire... Et je lui disais, tu sais, Michel... enfin, je lui avais dit, Michel, moi aujourd'hui, le sport, je m'en sers pour me reconstruire. Pas pour faire la bête de foire en disant, putain, regarde le tétraplégique, regarde ce qu'il arrive à faire. Moi, en fait, ce que je voulais, c'était redevenir au plus près de l'homme que j'étais et de redevenir un papa, en fait, tu vois, de pouvoir m'occuper de mes enfants. Et je me suis toujours servi du sport pour me reconstruire. Pas pour aller chercher et glaner des médailles. Moi, mes heures de gloire, je les ai eues quand j'étais footballeur et voilà, tu sais, avoir la lumière toujours sur soi au bout d'un moment, enfin, t'as envie d'être un peu tranquille, tu vois. Là, j'ai maintenant 46 ans, j'ai 4 enfants, je suis marié, j'ai une magnifique vie de famille. Et je pourrais très bien solliciter n'importe qui pour, voilà, pour faire du tir à l'arc, pour préparer Los Angeles 2028. Il y a plein de choses, mais aujourd'hui, c'était pas trop mon kiff, tu vois. Mais par contre, quand il me parle de ça aussitôt, quand Guillaume me parle du Mont Blanc, aussitôt, j'ai le réflexe d'appeler Michel Drucker et je lui dis, putain, Michel, on vient de me proposer un truc incroyable. On m'a proposé d'être le premier tétraplégique à tenter de gravir le Mont Blanc. Et là, il me dit, mais Johan, tu te rends compte? Il me dit, mais regarde, mais quelle image, le symbole, le 16 août 2014, tu creuses ta tombe avec ton accident, et 12 ans plus tard, tu es sur le toit de l'Europe. Il dit, regarde, au niveau du grand écart, la symbolique, elle est magnifique. Et là, je réfléchis un petit peu, puis je me dis, moi, tu vois, jusqu'à présent, j'étais pas trop sur les réseaux sociaux, parce que je voulais pas exposer ma vie. Alors, bien évidemment, hein, montrer aux gens, ben voilà, quand t'es tétraplégique, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ci. Et puis après, tu peux râler contre la société en disant, ouais, y a rien d'accessible, machin. J'avais pas envie de perdre mon temps par rapport à ça. Et puis, j'avais surtout pas envie de faire comme certaines personnes en situation de handicap qui sont devenues, entre guillemets, influenceurs parce que ça va se plaindre et puis en disant ouais voilà ce jour-là c'était un jour tout à fait normal et puis bah t'es arrivé ce qui m'est arrivé. Moi je m'étais dit si un jour je m'affiche sur les réseaux ce sera juste pour montrer qu'en fait le handicap si tu t'entoures des bonnes personnes tu peux le dégager en fait parce que de mon vivant de valide je sais pas si un jour j'aurais pensé à gravir le Mont Blanc. Là de me dire t'es dans le pire état physique eh ben, grâce à l'esprit de cohésion et l'esprit d'équipe, comme le foot en fait, eh ben, on va réussir. On va prendre le temps, on va préparer le projet, mais on va y arriver. Ça va prendre du temps, hein. Il y a beaucoup d'étapes. Et quand Guillaume me parle du Mont Blanc, il me dit, je lui dis, mais à qui on va faire ça? Et il me dit, mais j'ai encore tous mes collègues, les anciens pompiers de Paris avec qui j'étais, qui vont venir avec moi. Alors je peux te dire que les mecs c'est des Golgoth. Hein. Là franchement, tu sais que t'es pas avec n'importe qui, t'es pas, enfin tu vas être bien encadré. Et là il me dit, bah écoute déjà pour faire connaissance, on pourrait faire le marathon de Paris. Donc marathon de Paris ouvert, enfin c'était le 13 avril. Et il me dit et surtout il y a un truc qui peut être intéressant. Bah, mes anciens potes là, maintenant il y a des coachs, il y a des profs de fit, il y a des profs de CrossFit et ils préparent pour certains les championnats du monde pour l'Aerox. Mais je dis c'est quoi l'Aerox? Et il me dit bah l'Aerox mais c'est une compétition justement de CrossFit ouverte à tous et qui mêle aussi la course en même temps. Et je dis ouais mais là j'ai besoin de savoir parce que ça représente quoi? Parce que, moi je vois pas comment je vais pouvoir courir. Il me dit non en fait
ce qui serait bien, c'est qu'on contacte directement Aerox France pour voir ce qui est possible de faire. Et puis, d'être le premier binôme Andy et valide. C'est-à-dire que l'Aerox, donc pour ceux qui ne connaissent pas, tu as 8 km de course à pied à faire. En fait, tu as 8 fois 1 km. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la salle, alors nous en plus, on a eu la chance de faire le Grand Palais, donc le plus grand événement d'Aerox jamais réalisé en Europe, donc 12 000 participants. Et puis, voilà, le Grand Palais, on l'avait vu aux Jeux Olympiques. C'est vraiment un endroit majestueux puis incroyable, quoi. On rentre là-dedans, donc quand tu commences, quand tu es dans le sas de départ, tu commences par 1 km de course. Donc Guillaume, derrière moi, en train de pousser mon fauteuil, tu as un anneau qui fait à peu près 300 mètres, enfin 350 mètres on va dire. Donc tu fais un peu plus de 2 tours, pratiquement 3 tours. Et une fois que tu as fini ces 3 tours, que tu as fait 1 km, tu rentres sur le premier atelier. Il y a 8 ateliers. Donc un atelier, ça va être un exercice physique à faire. Imaginons un rameur, par exemple. Tu te mets devant l'atelier et tu vas faire 1000 mètres de rameur. Donc moi, ça, j'en suis capable parce que j'ai mes bras, j'arrive à tirer. Et si tu as 1000 mètres de rameur à faire, moi, par exemple, vu que j'avais la possibilité de le faire, j'ai fait 800 mètres, on va dire, de rameur et Guillaume a fait 200 mètres. A contrario, il y a des burpees. Ça, les burpees, c'est impossible pour moi à faire. Donc Guillaume a dû faire tous les burpees. Et nous, ce qu'on avait vu avec Aerox France, c'était que quoi qu'il arrive, il fallait qu'on fasse l'exercice, c'est que l'exercice soit validé. Donc il y a des juges qui étaient là, qui nous suivaient et qui ont validé. À un moment, il y avait aussi un exercice qui s'appelle le ski erg, qui va reproduire les gestes du skieur de fond, où tu tires sur des cordes. Là, c'est pareil, tu vois, ça, j'ai réussi à me mettre debout et Guillaume me tenait et j'ai réussi à tirer sur les cordes. Donc là, j'ai peut-être fait 600 mètres de ski erg et Guillaume 400 mètres. Et à chaque fois que tu fais un atelier, en fait, tu repars pour 1000 mètres. Et on s'était dit, allez, on va essayer de mettre 1h30, ça serait beau. Et on a réussi à faire 1h28. Et la grande fierté, surtout que l'on a eue, alors D1, c'était déjà de le finir, parce que ça, c'était pas gagné d'avance, c'est que des binômes hommes, il y en avait 604. Et que nous, on est arrivé 554e. Ce qui veut dire qu'on a laissé 50 binômes de personnes valides derrière nous, parce que j'étais le seul tétraplégique. Et là, tu te dis, tu regardes les mecs qui font la Rox avec toi, et qui te regardent, et qui, à part dire, putain, franchement, mec, mais respect, quoi. Moi, je me suis entraîné depuis des mois, et toi, tu finis devant moi, alors que t'es tétraplégique. Et là, tu te dis, enfin, j'ai pu me dépouiller, et ce sport que je cherchais depuis mon accident, je l'ai enfin trouvé. Et ce qui est génial, c'est que, alors bien sûr, les champions aujourd'hui, ils font ça en 50 minutes. Mais il y en a, tu vois, qui se lancent les défis au niveau de l'Aerox. Il y avait une personne obèse qui était là, qui a peut-être mis 3 heures pour le faire. Tu vois, mais qui l'a fait. Et nous, on a mis 1h28. Donc, alors après, je ne dis pas, hein, si j'avais fait tout seul, j'aurais mis 4 jours pour le faire. Guillaume y a été pour beaucoup, bien évidemment. Mais malgré tout, tu vois, on voulait pas que ce soit tous les ateliers, 95% Guillaume qui le fait, et puis moi 5%. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des ateliers où moi j'en ai fait plus que lui, pour montrer que j'étais pas là juste pour la promenade, quoi, tu vois. Et l'Aerox, et d'ailleurs j'ai appelé directement Maxime Villalon, qui est le Head of Aerox France, et je lui ai dit, Max, alors, Maxime, lui, il est passé aussi, il a eu un grave accident, il a été en situation de handicap pendant voilà, un petit moment, et c'est aussi pour ça qu'il a accepté qu'on soit le premier binôme Andy et valide, et qu'on ouvre la porte aux personnes en situation de handicap. Et je lui ai dit, Max, si tu savais ce que tu viens de réaliser en nous ouvrant cette porte-là, je lui ai dit, ça fait 10 ans que je cherchais un sport où j'allais pouvoir me mettre minable, où je pourrais aller au bout de moi-même, en fait, et retrouver ces sensations-là de compétition. Quand tu rentres dans le Grand Palais, t'as un bordel, mais c'est impressionnant. C'est une boîte techno immense,
t'as, je sais pas, 5000 spectateurs qui sont là. Tu fais encourager de partout, comme quand tu rentres dans un stade de foot, en fait. Et on était tellement motivés avec Guillaume, tu vois, on s'était entraîné dans une salle de sport. On était tellement prêts. On était sûrs de nous, en fait. On savait exactement quelle serait l'issue, mais on voulait juste le valider pour que cet exploit-là soit le premier, en fait, de notre association Culmine, dont le slogan est rendre l'impossible accessible. Tu vois, quand aujourd'hui tu dis Yohan Kulyanez, le tétraplégique, a fait un Aerox, les gens ils disent ah non, 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 moi je sais ce que c'est qu'un Aerox. Bah si, on a rendu l'impossible accessible. Et finalement, le Mont Blanc. Alors pourquoi on a pris le Mont Blanc? Parce que s'il y a bien, un exploit sportif à réaliser, être sur le toit de l'Europe d'un point de vue, voilà, d'un point de vue symbolique, bah, c'est gravir le Mont Blanc, forcément. Alors même si c'est une tentative, hein, ce qu'on va faire, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur moi, je vais être dans un fauteuil monoroue qui s'appelle une Joëlette. Donc, il va y avoir des porteurs autour de moi qui vont me pousser, qui vont me porter par endroits parce qu'il y a la Joëlette qui passera pas partout. Il y a de la roche, il y a, voilà, ça va être un peu compliqué par certains moments. Mais on s'est dit, si tu vas en Alsace, alors même si j'ai beaucoup de respect pour le ballon de Guebwiller, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais le ballon de Guebwiller en Joëlette, tu te dis, ouais, c'est cool. Par contre, si tu te dis, putain, t'es le premier tétraplégique à avoir fait le Mont Blanc ou à avoir fait enfin, un sommet aussi haut, parce que tu sais, on n'est pas maître non plus des conditions climatiques, on n'est pas maître d'un point de vue technique, ça peut être très compliqué. On va pas là-bas pour se foutre en l'air. Moi, j'ai pas envie de laisser ma femme veuve et puis mes 4 enfants orphelins, tu vois, c'est pas le but. Si l'année prochaine, à cause du réchauffement climatique, on nous dit bah il y a trop de dangers, il va y avoir des chutes de sérac, il y a le couloir de la mort, ou là ça va être trop compliqué pour passer. T'as le Mont Rose à 4600 mètres en Italie, c'est déjà un exploit en soi. Parce que l'exploit, c'est pas que l'exploit sportif. L'exploit, c'est qu'une personne tétraplégique, et je sais pas si tu te souviens au début, je t'ai dit que j'avais récupéré toute ma capacité pulmonaire. J'ai fait énormément de tests médicaux déjà pour valider. Parce que c'est pas n'importe qui peut faire ce genre de défi, tu vois. La spirométrie, je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu sais, c'est un appareil dans lequel tu souffles pour voir ta capacité pulmonaire. Ok. Donc j'ai validé ce test-là. Après, je suis allé dans la clinique des sports à Rennes, où on a la chance d'avoir un médecin sportif qui nous accompagne également sur l'expédition, qui m'a fait faire le test d'hypoxie. Donc l'hypoxie, c'est le manque d'oxygène quand tu es à une certaine altitude. Et donc on m'a mis dans les conditions réelles à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc on a retiré 12% d'oxygène. Donc j'avais un masque où on m'a dit, voilà, il va falloir que tu concentres ta respiration sur le taux d'oxygène. Et là, en fait, ça te fait revenir dans le passé. Quand t'es footballeur, quand on te dit, important, la sophrologie, la respiration ventrale, toutes ces choses-là, tout ça, c'est encore en toi. Tu t'en sers plus, mais c'est encore en toi. Et il suffit juste d'aller rechercher dans le petit tiroir où tu as bien rangé tout ça, et tu l'ouvres, ce tiroir-là, et ton test en hypoxie, ben, vas-y, c'est parti. Donc j'avais les électrodes sur moi pour contrôler mon rythme cardiaque. J'avais donc le masque pour me retirer 12% d'oxygène, et on me fait faire un test physique. Donc moi, bien sûr, je suis limité en test physique, donc c'était un ergocycle. Je sais pas si tu vois, Ouais. voilà, t'as tes bras. C'est vélo avec les Voilà, mains, c'est ça. quoi. Ouais. Et par contre, quand on me dit, vas-y, il faut que tu te mettes minable. Ah, j'ai dit, bah alors là, tu peux compter sur moi. Je suis tellement allé, j'ai arraché les électrodes, enfin, j'étais dans un état pas possible. Donc au début, on me prend ma saturation, donc j'étais à 95% de saturation. Et pour valider, en fait, le test en hypoxie, il fallait pas redescendre trop, et 65%, c'était vraiment le seuil, tu vois. Si j'étais en dessous de 65%, d'ailleurs, je pense que je serais tombé dans les pommes. Et en fait, je me suis mis tellement minable, euh, j'étais vraiment au bout de moi-même, tu vois. Et je suis redescendu qu'à 85% saturation. Et donc, le docteur était super content parce que moi, je me suis dit, quand j'ai fait le test, c'était le 12 juillet 2024. Donc, on avait déjà commencé à en parler à droite à gauche, tu vois. Je me dis,
si je foire le test, en fait, on arrête tout. Tu vois, c'était plus possible. Bah, j'allais pas me mettre en danger non plus, tu vois. Et puis de toute façon, j'aurais Ouais. même pas eu le feu vert médical. Et puis bah après, j'en ai parlé à mon médecin du centre de rééducation parce que j'ai un peu de matériel en moi pour le handicap. Si tu veux, quand tu es dans la douleur, donc tu prends pas mal de médocs, mais moi j'ai vite voulu me sevrer parce que je savais que d'un côté, ça t'enlevait les douleurs neuropathiques, les brûlures, toi, tout ce que tu peux avoir au quotidien. Ouais. Mais d'un autre côté, tu fous un peu tes organes en l'air. Et donc je me suis dit, soit tu souffres et ça va devenir une habitude, ou soit euh, tu prends les médicaments, mais tes enfants, tu risques de les voir moins longtemps. Et moi, c'est voilà, le choix a été très 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 vite fait. Et donc je prenais un médicament qui s'appelle le baclofène. Le baclofène, c'est un médicament donc que tu prends pour éviter les raideurs musculaires. Donc tu vois, aujourd'hui, j'ai les membres raides, j'ai des vu que j'ai une atteinte à la moelle épinière, j'ai des conflits entre les muscles antagonistes. Donc les muscles antagonistes, c'est les muscles contraires. C'est-à-dire que quand tu contractes ton biceps, tu as le muscle antagoniste qui est le triceps derrière, qui va se relâcher. Quand tu contractes tes quadriceps, par exemple, au niveau des cuisses, tu as tes ischio-jambiers qui vont se relâcher. Et inversement, quand tu contractes tes ischios, ton quadri se relâche. Sauf que moi, avec mon atteinte à la moelle épinière, j'avais les deux en fait qui se contractaient en même temps. Et là, c'est problématique parce que tu peux même pas ouvrir tes bras, tu peux pas essayer de bouger tes jambes. Enfin, tu peux rien faire. Et il y a une opération que j'ai connue en septembre 2017, qui a été d'ailleurs un autre crisis dans ma vie parce que c'est là où j'ai rencontré. Je me suis séparé hein, suite à mon accident. D'accord. Je me suis séparé, ben voilà. Après, ça, c'est la vie, tu vois. La personne avec qui j'étais m'a connu footballeur, m'a connu valide, elle a connu un certain type d'homme. Après, bah, tu sais, t'as pas besoin de tomber handicapé pour divorcer. Hein. Si t'aimes plus la personne, si c'est plus la personne qui te. Et donc, on s'est séparés suite à ça. Alors après, je te cache pas que voilà, les choses auraient pu se faire plus délicatement, mais bon, voilà, je me suis pas, avec ce que j'avais vécu au niveau de mon accident, je me suis dit, ouais, une séparation, à la limite, c'est un détail. Le principal, c'est que mes enfants, à l'époque, n'aient pas à en souffrir. Et j'ai vraiment fait les choses pour que ça se passe bien. Et tu vois, j'ai bien fait parce que je me suis séparé en 2016. Et en 2017, quand je vais justement faire cette opération-là pour mettre, on appelle ça une pompe à baclofen. Donc la pompe, en fait, c'est comme une boîte de thon, tu vois, 10 centimètres de diamètre. Ok. À l'intérieur, tu as 20 millilitres de baclofen. Sur cette boîte-là, je l'ai à l'intérieur de mon ventre, au niveau des abdos, côté gauche, tu vois. J'ai un cathéter qui passe derrière, sur le côté, et qui vient directement dans ma moelle épinière. Et après, le médicament, il y a un petit moteur dans cette pompe-là, et toute la journée, il va y avoir, bah, tu sais, comme un arrosage automatique, tu vois, la pelouse. Ça fait tchic, 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 tchic. En fait, toute la journée, il y a le médicament qui sort dans mon corps et qui est beaucoup plus efficace que le médicament que je prenais Peros, donc en comprimé. Je prenais à l'époque 12 comprimés de 10 mg, donc 120 mg tous les jours, que là, on parle de l'ordre du micro, tu vois, au niveau de la quantité du baclofen. Et c'est plus efficace. La seule chose par rapport à cette pompe à baclofen, et c'est pour ça que mon docteur va m'accompagner, du centre de rééducation va m'accompagner avec la machine pour vérifier le bon état de cette pompe à baclofen, c'est que la pompe à baclofen n'aime pas les profondeurs quand tu fais de la plongée, parce qu'elle vient s'écraser. Et à Ouais. contrario, plus tu vas monter en altitude, plus le débit va s'augmenter naturellement en fait. Et les seuls tests qui ont été faits sont jusque 2800 mètres d'altitude. Ce qui fait que moi, avec cette expédition-là, je vais aussi servir de test pour la science. Et c'est là où je me dis, ouais, en fait, c'est pas n'importe quoi ce qu'on va faire. De une, je vais balancer un message d'espoir violent pour toutes les personnes en situation de handicap en disant,
Mais rien n'est impossible. Regardez, j'ai fait un Aerox, je fais le Mont Blanc. Enfin voilà, c'est la symbolique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur les réseaux. C'est pour montrer ce combat-là. Et si tu savais le nombre de personnes qui me contactent aujourd'hui pour me dire merci Johan, putain, la, la niaque que tu nous donnes, quoi, c'est génial. Et tu vois, il y a une personne, suite à mon Aerox, il y a une personne qui m'a contacté en me disant, Johan, t'as réalisé mon rêve. T'as réussi à faire un Aerox. Cette personne-là, elle est en situation de handicap aussi. Elle m'a dit, bah, tu vois, moi, c'était mon rêve aussi. Et je lui dis, mais à ton avis, pourquoi j'ai créé Culmine? Culmine, en fait, ça va servir. C'est pas le délire de Yohan Kulianez, ancien footballeur, on va le faire kiffer, on va le monter à 4800 mètres d'altitude. Et puis voilà. Moi, je sais très bien, tu sais qu'à 4800 mètres, il n'y a pas une petite fée avec la baguette magique qui dit tiens, Johan, t'as fait les 4800 mètres, je te rends tes bras, je te rends tes jambes, tiens, ta vie, elle revient normale. Non, je sais très bien. Le lendemain, après le Mont Blanc, je serai toujours tétraplégique, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, j'attends rien là-dessus. Par contre, ce que je vais vivre humainement, la cohésion d'équipe, l'entraide, va permettre justement aux autres personnes d'avoir cet espoir-là dans leur vie. Et tu vois, d'avoir fait l'Aerox et d'avoir aidé cette personne-là à s'inscrire et de réaliser son rêve, j'ai tout gagné en fait. C'est exactement ça. Moi aujourd'hui, je mets ce que je te disais au début, mon expérience, mon passé, mon réseau au profit des autres. Et qu'est-ce que c'est gratifiant de voir une Et personne en face de toi en train de pleurer parce que tu viens de réaliser son rêve. C'est génial. c'est ce que je trouve très beau et touchant aussi justement avec ce que tu fais toi, mais aussi à travers Culmine, parce que du coup, ce que tu le fais à travers cette association. Euh, Du coup, si des personnes veulent te retrouver, je pense, toi ou Culmine, je le précise, il y aura les liens dans la description, tu me donneras les bonnes adresses, mais je mettrai tout pour que les gens puissent se, te retrouver, suivre tes exploits ou se faire accompagner si besoin ou s'ils ont envie de motivation. Bien sûr. Pour, euh, pour basculer un peu sur la fin de l'épisode avec les questions de fin comme d'habitude. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, les questions sont souvent les mêmes, mais la première est toujours écrite par l'invité précédent. Donc, je reprends mes notes pour pas me tromper, qui s'appelle Clément Méraud, du coup, qui est préparateur mental sur Annecy. Donc, Trop bien. on lui fait un coucou et tu pourras lui faire un bonjour du Mont Blanc Ok, quand ouais. il sera sur Je le suis toit pas de très l'Europe, loin, ouais. qui t'a écrit quelle est la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois? Eh ben, écoute, je vais revenir sur cet événement de l'Aerox parce que euh, je pense que ce phénomène de résilience a pris tout son sens également le jour où j'ai fait l'Aerox parce que c'était la première fois en tant que personne en situation de handicap où j'arrivais à retrouver des sensations de valide. Et ça, pour moi, c'était un moment historique dans ma vie. Donc, tu vois, c'était la première fois que je retrouvais cette sensation-là d'avant. Et je t'ai pas demandé du coup, mais est-ce que cet Aerox, c'est quelque chose que tu vas continuer, t'as envie d'en refaire justement en binôme Alors, justement, ou- justement, j'ai parlé trop peu d'elle, mais tu sais, quand je te dis qu'en septembre 2017, je suis allé mettre ma pompe à Baclofen, donc j'ai rencontré Cassandra, avec qui je suis bah, depuis septembre 2017, enfin un peu plus tard, mais depuis 2017. Cette personne-là, à contrario de ma première femme, m'a pris avec mon handicap, m'a aimé pour les valeurs de l'homme que j'étais. Euh, Au début, tu sais, je vivais seul suite à la séparation avec mon ex-femme et je vivais avec mes parents. Et tu te retrouves vite dans un cocon où tu te dis, tu redeviens un petit Tanguy, tu vois, mes parents vivaient avec moi et je me disais, mais ça va être quoi la fin de ma vie en fait? Mes parents, ils commençaient à avoir de l'âge, ils allaient partir un jour, donc moi après quoi? J'allais être placé dans un foyer, enfin, c'était quoi ma vie? Et tu te poses énormément de questions. Quand je rencontre Cassandra, elle a tiré la quintessence de mon être directement. Elle a dit, mais attends, il n'y a rien d'impossible en fait. Et c'était elle la première à me dire, tiens, l'année prochaine, on part à Tenerife. Je dis, hein, bah ouais, ouais.
mais ça le fait. Je sais pas, mais on va réussir. En fait, pour elle, elle m'a montré que le handicap, c'était la première à me dire non, 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 t'es une personne normale. T'es une personne, peut-être c'est un peu plus compliqué, mais on va faire plein de choses ensemble. Et, euh, et Cassandra, bah, tu vois, on se marie le mois prochain. On a réussi enfin, on a eu enfin, on a deux filles ensemble qui ont 5 ans et 3 ans. Elle m'a redonné, en fait, quand je te dis que j'ai recommencé une seconde vie, eh ben, elle m'a donné tout ce qu'il fallait, tous les éléments qui me manquaient, elle me les a donnés. Et Cassandra, elle adore le sport et quand je l'ai connue, elle était hyper sportive. Après, bah, forcément, elle a eu un peu moins de temps parce qu'il y a eu la vie de famille, il y a eu les bébés, il y a eu tout ça. Et là, aujourd'hui, elle s'y est remise au taquet. Et la plus belle chose que je pourrais vivre avec elle, bah, c'est de faire un binôme Irox, t'as compris. Moi, franchement, pouvoir me surpasser, c'est mon Pékin Express, tu vois, c'est pareil. Euh, Moi, j'aurais adoré d'ailleurs quand on regardait à la télé, putain, ça, on aurait pu le faire ensemble. Bah ouais, mais bon, y a rien. Pékin Express, c'est mort, quoi. En fauteuil, t'oublies, quoi. Après, vivre un truc comme ça avec elle, quand elle a vu, en fait, quand elle m'a vu faire l'Aerox, elle a dit, ah ouais, ok, t'as un fou furieux, en fait. Elle aurait jamais pensé que je pourrais me dépouiller comme ça, tu vois. Je suis tétraplégique. C'est alors pour ceux qui voilà pour les personnes qui voient pas trop Grand Corps Malade par exemple, moi j'ai eu le même accident que lui. Fabien, il a fait un plongeon en piscine et il est tétraplégique incomplet. Donc lui, il est debout, il marche avec sa canne, mais tu vois pour avoir parlé avec lui, je lui dis mais t'es pas fatigué là quand tu fais un spectacle, un concert? Et il me dit ouais mais yo c'est clair, je suis cuit. Pour ça que j'ai une chaise. Mais tu vois, on a des tétraplégies complètement différentes. Les atteintes sont différentes. Lui, il a eu une trachéotomie. Moi, j'en ai pas eu. Euh, tout, enfin, tous les handicaps sont différents, en fait. Ouais. Et vraiment, cet Aerox avec Cassandra, mais je l'attends là, ça y est, dès qu'il y a les inscriptions, je veux faire le. La date est prise? Bah, bien évidemment. Je peux te dire qu'elle est hyper motivée pour le faire avec moi. C'est canon, quoi. Bah, on suivra tout ça et j'espère pouvoir voir sur les réseaux les Ouais, photos ouais, carrément. et la ligne de finish. C'est ça. Pour, euh, pour enchaîner sur les autres questions de fin, là, celle-ci, c'est celle d'habitude de Crisis, on va dire. La première, c'est imagine que tu aucune contrainte pour faire un resto avec deux ou trois personnes Ouais. pour justement t'aider à gravir le Mont Blanc ou à atteindre tes autres objectifs les plus fous et les plus impossibles. Ouais. Qui est-ce que tu choisirais et pourquoi? La première personne, déjà, c'est ma femme parce que j'aime bien partager ce genre de moments-là avec elle. Après, Michel Drucker, parce que pour moi, c'est mon père spirituel, en fait. Tu vois, là, encore aujourd'hui, je suis toujours en contact avec lui. Là, on a fait un plateau il y a pas longtemps à Vivement Dimanche pour présenter l'association. Et puis, des personnes que j'aime bien qui sont j'en prendrais plusieurs. Déjà Omar Sy, parce qu'Omar Sy, bah, Michel me l'a fait rencontrer bah, suite à Intouchable, tu sais, à Carpap. Ouais. Et j'avais vraiment accroché. Et pour moi, c'est une personne aussi classe. Enfin, il est tellement simple. J'ai passé un moment, j'ai mangé avec lui, hein, on s'est fait un restaurant et j'ai passé un super moment. Et ce moment-là, j'aimerais le partager avec Cassandra, justement. Et une autre personne en situation de handicap que je trouve incroyable, c'est Michael Jérémias, qui lui ne s'arrête jamais. Moi, c'est mon Che Guevara en fait. Tu vois, il est tout le temps là dans la rue à défendre enfin notre cause. Et j'ai l'impression qu'il s'arrêtera jamais en fait. C'est vraiment ce genre de personne là qui m'inspire. Tu vois, moi c'est une Ok. autre échelle. Mais je voudrais partager ça avec Michel, avec Omar, avec Mika et puis Cassandra. Vraiment, je pense que je passerai un Un super bon moment. repas. Un bon repas. Je confirme. Ouais. Là, je réfléchis en même temps à qui je choisirais, mais ouais. T'aimerais Très bien, bon je choix. pense que t'aimerais bien être à ma table ce jour-là. Je pense que
j'aurais une vision un peu plus stratégique de la chose où je choisirais un Teddy Riner ou un David Douillet à table pour être sûr que le repas dure longtemps, Ouais, tu vois. ouais. Mais, mais sinon, sur les personnes, on est bon. Pour autre question de fin, c'est un peu une question reco que je demande à tous les invités. Alors, je demande toujours au moins un livre. Donc, est-ce que tu as un livre à nous recommander, que ce soit pour découvrir quelque chose ou approfondir ce qu'on a discuté aujourd'hui? Et si tu as d'autres recommandations hors littéraire, n'hésite pas non Bien plus. sûr. Il y a vraiment un livre qui a été très marquant dans mon parcours de personne en situation de handicap, c'est le livre Patient. J'étais pas alors même si j'ai eu un bac littéraire, ça faisait longtemps que j'avais pas lu, mais ce livre-là, je l'ai dévoré en une journée, quoi. Parce que les mots c'est l'histoire de Grand Corps Malade, hein, le film Patient, qui a été adapté après au cinéma. Mais en fait, tout ce que j'avais vécu, je me suis dit, ah, mince, mais en fait, je suis pas le seul. En fait, c'était exactement, je lisais mon histoire en fait. Quand je lisais le livre, et c'est hyper troublant, je me disais, mais oui, mais ça je connais, mais ça je connais. Tu vois, comme l'aide-soignant au début, il a bien dormi, il a faim, il a froid, tu vois, et tu te dis, ouais, en fait, on a tous la même vie et ça m'a hyper inspiré par la suite et j'ai commencé à écrire du coup suite à ce livre-là en me disant, mais je pense que ouais, mon histoire aussi, elle pourrait intéresser des personnes. Alors ça, c'est un projet que j'ai mis un peu de côté parce que j'en ai un peu trop là actuellement. Mais ouais, mais raconter mon histoire ou me donner la possibilité, ben, comme tu le fais ce matin, euh, pour, euh, pour raconter, et c'est ce que je disais au départ, j'espère que ce podcast-là va ouvrir les yeux sur quelque chose qui est encore inconnu pour certaines personnes. Et quand tu dis, tu vois, même des personnes valides me contactent pour, pour ce dépassement de soi. Tu vois, il y a pas longtemps, il y avait un triathlon. C'était à mourir de rire. Il y avait un triathlon et les mecs étaient cuits à la fin de leur triathlon. Et là, je vois un gars je sais pas, d'une cinquantaine d'années qui vient. Il était épuisé, puis je voyais qu'il avait des courbatures, tout ça. Et puis j'avais fait un stand culmine justement pour parler un peu du projet Mont Blanc. Et le mec, je le regarde, je lui dis putain, t'as morflé ou quoi? Et le mec, il me dit, oh, laisse tomber et tout. Et puis il me dit, ah, mais c'est toi sur le kakémono, là, c'est toi qui vas faire le Mont Blanc? Et je lui dis, oui. Ben, il me dit, mais c'est quoi ton histoire? Donc je commence à lui parler. Voilà, je suis un ancien footballeur, machin, j'ai eu un accident, je projette de faire ça. Et je commence à lui parler, à lui parler, à lui parler. Je lui dis, bah tiens, j'ai fait le marathon de Paris, j'ai fait l'Aérox au Grand Palais. Et là, le mec, au fur et à mesure, il se redressait, tu vois. Et il me regarde et il me dit, tu viens de me mettre une claque dans la gueule, mais écoute, assez féroce. Et il me dit, bah tu vois, j'avais des débuts de courbature, bah, je me sens bien. Du coup, d'entendre ton histoire, bah, tu m'as fait du bien, tu m'as reboosté. Et c'est fou, hein. Mais comme quoi, tu vois, le psychologique, le gars, il était parti plus pour se plaindre qu'autre chose. Et au final, il s'est dit, putain, en fait, ouais, j'ai vraiment de la chance de, d'avoir ces douleurs-là. Et tout à l'heure, tu en as parlé, et j'ai oublié de relever le truc. Quand tu dis, il y a un truc qui m'a marqué dans un de mes posts, c'était la plus grosse douleur, c'est celle qu'on ne ressent plus, en fait. Tu sais, quand tu fais un match, quand tu fais du foncier, où tu te sens vivre, si t'as des douleurs, alors bien sûr, si tu t'es pété une côte, mais quand tu as des douleurs musculaires, quand tu as des courbatures, tu te dis, putain, tu te sens vivant, en fait. Mais le jour où t'as plus la moindre douleur parce que tes muscles ils travaillent plus, je crois que psychologiquement c'est ça la pire des douleurs. La pire des douleurs c'est de ne plus en avoir en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Ça c'est très 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 compliqué. Et c'est pour ça que l'Aerox justement putain mais moi j'étais le premier, j'avais envie d'hurler dans l'hôtel. Yeah j'ai des courbatures, yeah j'ai mal. Putain je me suis fait mal quoi. Tu sais, moi je me souviens de mes coachs quand j'étais minot, ils disaient allez fais-toi mal. C'est ça en fait. Tu crois que c'est péjoratif, mais non. Vraiment, c'est se faire mal, c'est allez va dans la douleur. Quand j'avais tous les mots après mon préparateur qui disait allez vous avez vomi maintenant, on se lève et c'est maintenant qu'on commence à travailler.
Et tu vois, tout ça, plus ça, c'est des ingrédients qui m'ont tellement boosté. Tu vois, là, je suis en train de t'en parler, j'en ai des frissons. Parce que Ça se voit, ça se j'ai sent. plein d'émotions, en fait, qui remontent. C'est génial. C'est, hier soir, j'ai échangé, j'ai appelé un ami qui est passé sur le podcast justement, qui est vidéaste. On s'est appelé pendant 1 heure et demie, 2 heures, tu vois. Et ouais, c'est exactement aussi la discussion qu'on a eue où lui, il est vidéaste et il fait du sport parce que, pas pour la performance et pour être sous les projecteurs, comme ce que tu disais là, il est anti-Strava, entre guillemets, sur le truc d'avoir des likes pour la performance, mais pour se reconnecter avec soi, pour avoir mal, pour se dépasser, mais aussi pour transmettre les émotions que les sportifs, ils ont à travers ces vidéos, tu vois. Et, et ouais, je pense que c'est une plus grosse douleur qui est mentale de plus rien ressentir. Et c'est dur à accepter parce que c'est limite une mort. Enfin, C'est c'est ça. une sorte de, Ouais, enfin, quelque chose c'est qui est une mort. inerte, c'est quelque Ouais, chose qui est ouais, mort, ouais. quoi. Donc, très, très bien, très beau message de rappeler que les courbatures, c'est génial et ça fait du Bah bien. ouais, bah ouais. Ouais. Euh, Avant-dernière question pour finir l'épisode. C'est pas vraiment une question, c'est plus un passage de micro que je demande à tout le monde. Mais est-ce que tu as une personne à me recommander que tu as envie de voir derrière le micro de Crisis pour approfondir ce que tu as dit ou pour voir ses réponses ou sa manière d'échanger ou une histoire inspirante aussi qui doit être partagée? J'ai une personne qui a vraiment, là, je te dis, ça va faire 11 ans que j'ai eu mon accident. J'ai rencontré une personne, je l'ai même pas encore donné son nom, j'ai déjà des frissons dans les jambes. C'est pour te dire à quel point elle m'a marqué. J'ai vu des personnes avec des accidents, mais plus bêtes les uns que les autres, des histoires, mais incroyables. Mais j'ai rencontré une personne qui s'appelle Aurélie Bureau, par l'intermédiaire d'une amie qui, elle, a eu la jambe coupée par le plus grand trimaran du monde, le Spindrift 2. Donc pour te dire, hein, tu vois, nous c'est un peu des réunions comme ça. Toi ça va? Bah ouais, moi c'est le plus grand trimaran qui m'a coupé la jambe. Enfin, ouais, tu vois, c'est des trucs mais incroyables quoi. Et elle me dit, Johan, il faut absolument que je te présente Aurélie, qui est une très bonne amie à moi. Aurélie, en fait, était sur la première terrasse lors des attentats du Bataclan. Ok. Et elle était en terrasse avec deux de ses amis. Et donc, quand les terroristes sont arrivés, il y en a un qui les a pris en joue, qui a tué les. Bah, je vais pas spoiler son histoire, mais Aurélie a pris 10 balles de Kalachnikov dans le corps. Elle en a pris 9 au Ok. niveau du corps et une dixième au niveau de son visage. Je lui laisserai le soin de tout expliquer. Aurélie, en fait, quand on n'a pas de tabou entre personnes en situation de handicap, que tu sois amputé, que tu sois tétra, para, grand brûlé, ou que tu aies pris 10 balles de Kalachnikov lors des attentats, en fait, on peut tout se permettre. On a toujours ce respect-là, en fait. On sait très bien Ouais. que personne ne voudrait avoir la place de l'autre, tu vois. Et Aurélie, en fait, quand elle m'a raconté son histoire, je l'ai trouvée incroyable. Vraiment incroyable. Et sur vraiment les 11 années, c'est celle pour qui j'ai vraiment le plus de respect par rapport à son combat, par rapport à l'horreur qu'elle a vécue. Aujourd'hui, Aurélie, si elle ferme les yeux, elle voit tous les jours le visage du terroriste qui était même pas cagoulé et qui lui a mis 10 balles de Kalachnikov, en fait. C'est incroyable. Et je pense que les gens qui vont écouter son podcast vont prendre une très grosse claque. Ils vont prendre un tsunami en pleine tête. Vraiment. Ok. Bah, merci beaucoup pour la reco. Je vais la contacter dans la semaine à la suite de l'épisode pour voir organiser tout ça, mais merci beaucoup. C'est rien que là de ce que tu m'as dit, je ressens Ouais. le mais ok, merci. J'ai même plus de mots pour enchaîner, mais je vais reprendre reprendre mes fiches. Mais dernière question que je pose à tous les invités du podcast pour clôturer avant de laisser un mot à nos auditeurs. Est-ce que c'était un épisode réussi, en tout cas pour toi? Oui, je pense qu'à travers les diverses anecdotes que je t'ai racontées,
les gens ont pu se rendre compte un peu plus ce qu'était que le handicap. Euh, c'est quelque chose que moi j'ai découvert par la force des choses il y a 11 ans. Euh, Tant que tu n'as pas une personne qui parle de son exemple à lui, tu peux pas te rendre compte quand je te parlais au début des sondages, quand je te parlais de toutes les choses un peu intimes. Si moi aujourd'hui je ne raconte pas ça, qui va le raconter? Est-ce que c'est dans un livre que tu peux lire ce genre d'expérience? C'est pas possible en fait, tu vois. Donc j'ai besoin que les personnes et je les encourage vraiment les personnes en situation de handicap. Il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on il faut qu'on leur parle en fait de ce qu'est que le handicap. Parce que si nous on n'est pas les meilleures personnes pour en parler, mais qui va en parler quoi? Donc ces anecdotes là, c'est bien sûr, c'est de l'intimité, tu vois. Je raconte pas ma vie privée, alors même si là, j'espère pour toi, ton podcast va être écouté 1 million de fois. Non, j'espère vraiment que ce genre de témoignage va pouvoir aider notre société à être différente et à retrouver des valeurs qui n'existent plus. Aujourd'hui, on est dans une société où c'est le paraître, où on se met des filtres sur les visages pour... Moi, aujourd'hui, mon handicap, j'en ai fait une force. Ça aurait pu être vraiment un inconvénient et puis un désavantage. Aujourd'hui, si je suis quelqu'un qui est reconnu, c'est parce que j'ai fait une force de quelque chose qui était dramatique. J'ai utilisé la résilience euh, au maximum de ses possibilités, en fait. Et j'ai pas fini. Parce que là, il y a le projet Mont Blanc. Après, je te cache pas qu'il y a plein d'autres projets. Moi, en fait, 2025-2026, je suis entre guillemets le cobaye où je vais ouvrir les portes à tout le monde. Et il va y avoir plein de petits fauteuils dans la rue qui vont se trimballer, qui vont réaliser des exploits plus fous les uns que les autres. Tu vois, je suis déjà en contact pour partir sur l'océan après. Il n'y a pas de limite, en fait. Tout ce qui m'a été impossible à faire depuis 11 ans, bah, je vais le réaliser. Donc, j'espère vraiment que ce podcast va aider certaines personnes, même des personnes valides, hein, à affronter la vie différemment. Trop bien. Merci, merci beaucoup. Merci aussi du coup à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là et qui ont écouté Johan nous raconter ses histoires et ses anecdotes qui étaient très inspirantes. Je leur précise comme à chaque fois, vous pouvez retrouver dans la description du coup tous les liens pour retrouver Johan, voir s'il a fait son Mont Blanc ou le Mont Rose et voir ses autres aventures et également les liens pour suivre Crisis. Pensez à vous abonner du coup sur votre plateforme d'écoute pour être au courant des nouveaux épisodes et des histoires inspirantes comme Johan et d'autres. Pour finir, c'est pas vraiment une question, je fais ça avec tous les invités, mais admettons que tu aies 30, 60 secondes pour immortaliser le message que tu veux que les gens retiennent de cet épisode. Lequel ce serait? Lequel ce serait, déjà de ne jamais croire à la fatalité. C'est-à-dire que même quand tu penses que tu es en train de frôler la mort ou que tu vois le grand couloir blanc, dis-toi qu'en fait, tu restes toujours maître de la situation tant que tu n'es pas mort. Il n'y a que la mort, moi, qui pourra m'arrêter de toute façon. Aujourd'hui, en ayant cet état d'esprit-là, en ayant pris le recul nécessaire, euh, j'ai fait de ma vie la plus belle des vies. Et je sais aujourd'hui que ce plongeon devait m'arriver pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans le podcast. Donc ne croyez jamais euh, que la fin est proche. Au contraire, c'est vous qui avez les armes, même si les armes, moi, c'était des armes différentes, c'est vous qui avez les armes pour surmonter et affronter cet épisode tragique que vous affrontez. Parfait, merci Je beaucoup. t'en prie.